Bien, donc bonsoir à tous pour cette 12e édition des Dialogues sur l'essentiel. Et donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur YouTube. Pour nos invités qui vont commenter ce sujet et livrer leurs analyses sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Vaste sujet. Donc je vais d'abord les présenter. Anne Coffinier, bonsoir. Vous êtes normalienne et narque, diplomate en disponibilité, je crois, puisque vous êtes présidente de la Fondation Kéros pour l'innovation éducative. Institut de France, je précise, puisque vous êtes hébergé par l'Institut. Kate Conti. Godefroy Benzmann est également avec nous, chef d'entreprise, diplômé de l'INSEC Business School. Il a fondé avec son frère Stanislas et Guy Hubert Bourgeois, d'après ce que j'ai vu, que je ne connais pas, mais qui est membre donc de l'entreprise Devoteam, qui est spécialisée dans le conseil piloté par IA, un conseil en technologie. Et donc vous êtes chef d'entreprise, et donc ce sera aussi ce regard-là qui nous importera ce soir. Et puis Alexandre Sabatou est député de l'Oise, député RN, ingénieur en génie chimique, et il est co-auteur, ou plutôt co-rapporteur d'un rapport qui est sorti l'année dernière, en décembre dernier, de l'Office, vous savez, c'est un office parlementaire consacré aux technologies et rappelez-moi, c'est l'OPESC, oui. Voilà, qui donc est un office spécialisé sur les innovations technologiques et scientifiques. Voilà, donc on va développer dans cette soirée 3 thèmes. Le premier portera sur les principes éthiques, ou plutôt les questions éthiques posées par l'IA. Ensuite, on verra dans quelle mesure l'IA s'engage sur le terrain nous engage sur le terrain du travail et de la transformation des métiers. Qu'est-ce que cela peut changer et va changer dans un délai assez court? Semble-t-il, les choses vont très vite. Et puis, dans un troisième temps, on verra s'il y a une gouvernance possible de l'IA, la manière de l'encadrer, de la réguler. Donc, on va essayer de suivre ce schéma et ensuite, vous pourrez poser vos questions à nos 3 invités. Je vais commencer en citant le père Laurent Stala-Bourdillon, que vous connaissez peut-être, qui s'occupe du SPI, c'est-à-dire le service pour les professionnels de l'information, qui aurait pu être là ce soir, et qui, dans un article récent sur l'IA, écrit la chose suivante. Les IA génératives marquent une véritable révolution dans l'accès à la connaissance. Leurs concepteurs ne font aucun cas des conséquences réelles de ces outils, car ils ne font aucun cas de ce qu'est l'humain. Ils poussent à l'adoption de ces technologies à partir d'une logique purement utilitariste, sans place pour une réflexion préalable sur les possibles effets secondaires. La seule existence de l'outil et sa gratuité suffisent à crédibiliser ses usages et à stigmatiser les avis réservés jugés inutilement craintifs. Et la phrase un petit peu clé, c'est celle-ci. Ce basculement entraîne une domination des outils par leur seule performance et non par leur pertinence. Donc il faut mettre en balance la performance et la pertinence de ces outils d'un point de vue éthique, si on peut commencer par là. Anne, voulez-vous commencer sur cette réflexion sur les enjeux éthiques posés par l'IA ? Merci Louis, je suis contente de participer à cet échange ce soir en si bonne compagnie. Ce sont des sujets très techniques, alors je ne suis moi-même pas très technique, mais par contre il y a des enjeux éthiques et des enjeux éducatifs et de transformation des métiers, transformation de l'orientation, de ce qui est orienté un enfant et ensuite un jeune, et ça c'est un peu plus mon domaine. Donc votre question c'était sur la pertinence de l'outil. En fait, est-ce voilà. que l'outil est pertinent? Est-ce qu'on est systématiquement dominé par cet outil et que cet outil n'a aucune espèce de considération pour l'humain? Alors, on a l'impression qu'il y a une bataille qui est engagée effectivement entre l'outil et l'humain, et on ne sait pas très bien si l'humain s'en sortira de cette bataille. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec cet outil, et on est obligé d'acculturer l'intelligence artificielle. Et il se trouve qu'en France, on a déjà un sacré retard dans le domaine comparé à d'autres pays, en particulier dans le champ de l'éducation, mais plus largement, je crois de manière un petit peu générale. Et ça, c'est la première des choses à faire, parce que beaucoup de gens rentrent dans ce sujet par la peur. Et en fait, ce n'est pas une porte possible. On ne peut pas rentrer par la peur, et en tout cas, ça ne donnera certainement pas une solution. Donc, on est obligé d'acculturer cet outil, et on est obligé de voir comment on va pouvoir faire avec sans mettre en danger notre humanité. Et quand je dis mettre en danger notre humanité, je pense qu'on aura toute la soirée pour expliquer ce que ça veut dire.
Et en tout cas, on voit bien que la question que pose Louis, c'est la question des finalités. On a un outil, soit on est dans une logique instrumentale et on se dit, bon, est-ce que cet outil est efficace? Est-ce qu'il permet une productivité? Est-ce qu'il permet d'atteindre plus rapidement l'objectif que sans? Mais on a quand même la question de la finalité. Et cette question de la finalité, elle est souvent littéralement débranchée. Et c'est déjà le cas d'une manière générale dans notre société qui se préoccupe beaucoup des moyens et très peu des fins. Mais j'ai l'impression que l'introduction de l'intelligence artificielle ne va faire que accroître ce biais, qui est un biais qui finalement donne plein pouvoir aux instruments et peut conduire à une sorte de rétrécissement de la dimension éthique qui est celle des finalités. Et pour avoir discuté par exemple avec le père Stalabourdillon que vous citiez, m'expliquer que par exemple il y avait un enjeu incroyable par exemple pour la question de la transmission de la Bible et des savoirs sur la Bible, c'est que pour l'instant, lorsqu'on branche une IA sur ces sujets, l'IA elle travaille essentiellement sur des sources primaires qui sont des sources humaines, écrites par des commentateurs, écrites par des saints au cours des siècles, etc., sur la Bible. Mais au rythme où va la création actuelle par les IA, dans très très peu de temps, ces sources humaines se seront noyées littéralement dans des sources de deuxième rang, qui seront des sources qui seront faites elles-mêmes sur des sources de deuxième rang. Et donc, au bout d'un moment, on va presque perdre au loin le texte initial du dépôt de la foi, déjà construit, déjà c'est compliqué, mais enfin bon, dépôt de la foi, qui sera noyé potentiellement dans des textes de deuxième rang. Donc tout ça pour dire que on ne peut pas juste avoir une logique instrumentale, il y a bien un moment où il faut qu'on revienne et qu'on remette des choses en ordre. Et c'est peut-être une petite boutade initiale, mais je trouve que pour les gens qui ont plutôt une fibre, comment dire, portée sur les humanités, et peut-être un peu moins sur les sciences et les technologies, je crois que c'est le grand retour des humanités, plus que jamais. Et que donc, il y a vraiment un nouveau boulevard qui va s'ouvrir pour ceux qui vont être experts en humanité, à travers la littérature, à travers la philosophie, à travers les voies sapientielles en général, à travers bien sûr la spiritualité. Et il va falloir vraiment ne pas se payer de mots pour savoir ce que ça veut dire que préserver l'humain dans cette affaire. Alexandre Sabatou, sur ce volet éthique. Merci tout d'abord pour l'invitation et merci d'être aussi nombreux parce que je vois que c'est un sujet qu'on a envie d'en savoir un peu plus. Je rebondirai tout d'abord sur ce que vous avez dit tout à l'heure où vous vous présentez comme quelqu'un de pas scientifique. Mais pour moi, ce n'est pas un préalable pour parler d'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle se retrouve dans tous les domaines aujourd'hui. J'ai vu un article récemment qui parlait que Moët et Chandon utilisait l'intelligence artificielle pour optimiser sa production de champagne. On en a dans le monde de la culture. Les armées sont extrêmement poussées sur ces sujets. Bref, c'est partout. Et donc la question de l'éthique vient assez rapidement pour savoir finalement quelle place en fait aura l'homme dans cette révolution. On voit déjà certaines personnes qui, au lieu de réfléchir, tapent directement sur ChatGPT les réponses et finalement il y a une espèce... certaines personnes deviennent fainéantes et lèguent tout à la machine. Mais déjà j'ai une question, est-ce que ceux qui n'ont jamais utilisé ChatGPT peuvent lever la main? Ah quand même. Je suis assez étonné, merci. J'aimerais vous rassurer dans un premier temps parce que, comme vous l'avez très bien dit, il va falloir s'y acculturer parce que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place dans la société, mais la place qu'on aura envie de lui donner, c'est que moi qui utilise ChatGPT régulièrement, on voit quand même les limites sur certains cas. Il y a ce qu'on appelle des hallucinations. Il y avait un article qui présentait que au début de l'IA, même pas le début, mais il y a un an, quand on demandait comment reconnaître des œufs de vache, eh ben, l'intelligence artificielle était capable de vous expliquer qu'un œuf de vache, c'est à peu près 80 cm de haut, que vous avez une certaine chance d'avoir 2 jaunes d'œufs dedans. Enfin, l'IA, si vous voulez, c'est une réponse statistique. L'IA n'a pas vocation à vous apporter la vérité, mais à vous apporter une réponse plausible. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que certaines personnes s'attendent justement à avoir la bonne réponse, mais l'IA fait en sorte que vous ayez une réponse à laquelle on croit, et c'est en ça que ça peut être dangereux si on n'a pas d'esprit critique et si on se remet entièrement à la machine. Sur le point de vue de l'éthique, moi, il y a une question qui m'intéresse particulièrement, justement sur la place de l'homme. Est-ce qu'on a envie de tout léguer à la machine? Est-ce qu'on a envie, si par exemple demain, vous avez besoin de faire un prêt bancaire, que vous allez chez votre conseiller, vous rentrez les conditions, et on vous dit, vous n'avez pas le droit à votre prêt, parce que finalement, vous ne rentrez pas dans les cases. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'est pas capable d'expliquer pourquoi elle vous a donné cette réponse. On l'a formatée, elle s'est entraînée,
Mais même Yann Lequin, qui est français, qui est à l'origine de la technologie, nous explique qu'aujourd'hui, l'explicabilité n'est pas possible. L'IA, c'est très simple, c'est un modèle qu'on a entraîné. Je caricature, mais par exemple, on lui a donné 100 000, 1 million d'images de chats pour que, dès que vous lui donnez une image où il y a un chat, il saura le reconnaître. Je ne sais plus où je voulais en venir en parlant sur la question éthique. Tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on veut déléguer? Est-ce qu'on accepte par exemple les voitures autonomes? Moi j'en ai pris une à San Francisco car on a eu l'occasion justement de voyager. Les promesses sont quand même assez grandes. J'ai mis pas mal de temps pour venir en voiture parce qu'il y avait des bouchons. Est-ce qu'on délègue la gestion du trafic à l'IA pour pouvoir se déplacer plus librement? Mais derrière, il y a les questions également philosophiques. Vous connaissez la célèbre question de vous avez un train qui va s'apprêter à écraser 4 personnes, vous pouvez le dévier de sa route pour qu'il n'en écrase qu'une. Que fait la machine dans un cas comme ça? Est-ce qu'elle dévie de sa route? S'il y a par exemple 2 chiens d'un côté et un humain de l'autre, est-ce qu'il dévie pour aller écraser les chiens? Toutes ces questions, je pense qu'il faut qu'on se les pose et que l'IA ne s'impose pas à nous, mais que nous réfléchissons dès aujourd'hui à quelles sont les applications, qu'est-ce que nous lui léguons. Et ça, c'est pour ça que je suis content d'être avec vous aujourd'hui, c'est des questions qu'on doit se poser ensemble. Moi, même si je suis politique, je n'ai pas réponse à tout. C'est un sujet qu'il faut discuter ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on accepte dans l'IA, qu'est-ce qu'on est capable de lui léguer, et derrière, on verra quelle société on sera capable de construire ensemble. Alors, Godfrey Benzmann, vous aussi, vous êtes pour ne pas aborder le sujet sous l'angle de la peur. Oui, bon, alors, moi je suis un professionnel et je n'ai pas tout à fait les mêmes. J'ai pas tout à fait les... Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi je regarde la question pour le moment beaucoup plus par l'angle de l'entreprise. Néanmoins, j'ai fait beaucoup d'interventions dans ce monde-là, dans le monde professionnel, autour de la question de la peur de l'IA. Parce qu'évidemment, on est tous à se demander comment on va être mangé, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les jobs, etc. On va en parler tout à l'heure. La question de l'éthique dans l'entreprise est moins un sujet, parce que je l'entends moins. Je pense que c'est plutôt la question de est-ce qu'au fond on perd le contrôle? Et les exemples que vous avez donnés, on les connaît, et ils ont été cités un certain nombre de fois. Il y a un cycliste avec un casque, un cycliste sans casque, est-ce qu'il choisit celui qui est sans casque? Bon, on peut aller à l'infini avec ces exemples-là, bien sûr, et je ne dis pas que ce n'est pas illustratif. Je pense qu'en même temps, on peut se poser ces questions avec beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Très bien, nous à notre niveau, même dans la conception des automobiles qu'on conduit depuis pourtant très très longtemps. Donc, peut-être que c'est impensif de dire ça, mais finalement, c'est un outil créé par des humains. Il est complexe et effectivement, l'explicabilité est difficile. On peut arriver, on peut limiter les algorithmes pour les rendre de plus en plus petits. On parlait des LLM, et vous êtes sur les LLM quand vous parlez de ChatGPT, mais si vous allez vers des outils beaucoup plus petits, beaucoup plus centrés sur des données que vous maîtrisez, pas forcément des réseaux de neurones, en tous les cas des technologies qu'on appelle les SLM, voilà. Et si vous les spécialisez, vous pouvez même les spécialiser sur les données de votre entreprise, et pourquoi pas, on pourrait dire, on va dire que Mistral est pour le moment mieux entraîné sur la culture française que de l'est ChatGPT, par exemple. Donc Mistral a des biais qui sont des biais français. Peut-être qu'il préférera la baguette et le béret que les Américains qui préfèrent la pizza et je ne sais pas quoi, le Stetson. Mais au fond, on voit bien qu'on peut donner les biais qu'on veut et qu'on peut aussi décider d'amenuiser les données pour les spécialiser et éviter qu'ils partent dans tous les sens. Je veux dire par là que les questions qu'on aborde là et qui nous font peur, c'est les questions, il faut se dire que cette techno, elle a à peine 2 ans. Et à peine 2 ans, en l'espace de 3 mois, il y avait déjà 250 millions d'utilisateurs qui connaissaient. Quand le cloud est arrivé, quand l'Internet est arrivé, il a fallu quasiment 20 ans pour que... Aujourd'hui, les entreprises sont en train de finir leur maturité sur le cloud. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, ils ont fait plein de choses, mais leurs équipes ne sont pas très bonnes. Elles sont en train d'arriver à maturité, alors qu'il y a presque 15 ans qu'on est sur le sujet. Imaginez qu'avec l'intelligence artificielle, c'est des technologies qui sont rentrées dans les entreprises quasiment la semaine où on a commencé à en parler, où ChatGPT a été sur le marché, et ils ont commencé à trifouiller avec, et il y a moins de 2 ans, il y a très peu de compétences, donc c'est un peu normal qu'on soit tous un peu effarés et effrayés. Mais au fond, toutes les 3 semaines, il se passe quelque chose de majeur.
l'agentique a complètement déstructuré ou en tous les cas remis en cause toutes les idées qu'on avait sur l'intelligence artificielle classique qu'on avait il y a moins d'un an. Disons que l'intelligence artificielle agentique, elle commence à rentrer dans l'entreprise depuis. Il n'y a quasiment pas de déploiement aujourd'hui. Moi, dans mon entreprise, on a un certain nombre de clients dans le nord de l'Europe. C'est la première fois qu'on a une architecture agentique, par exemple. Et ça règle plein de problèmes. C'est le fait d'avoir, au lieu d'avoir une grosse intelligence artificielle qui répond aux questions que vous lui posez, c'est le fait d'avoir des petites intelligences spécialisées comme un agent. Voilà, un agent spécialisé RH, spécialisé sur une tâche particulière, qui peuvent communiquer entre eux et qui peuvent prendre des actions. Et elles ont beaucoup moins de latitude pour faire ce que vous n'avez pas envie qu'elles fassent. Elles font ce que vous avez décidé qu'elles feraient, sur la base de données spécialisées, qui sont des données comptables, des données RH. Elles ont accès au fichier du personnel pour savoir si le personnel... Il n'y a pas d'hallucination, le personnel est là dans l'entreprise puisqu'il est identifié par l'agent. Et donc tout ça a énormément réduit les questions qu'on se posait sur est-ce qu'on va vraiment pouvoir arriver à faire ce qu'on voudrait, ce qu'on imaginait pouvoir faire avec un LLM, un ChatGPT, ou pas. Bah, oui, on peut y arriver beaucoup mieux. Et donc, il y a sûrement que ça, c'est une des très grandes évolutions, après les LLM du départ. Il va y en avoir d'autres. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir confiance dans le fait que des gens bien intentionnés sont capables d'identifier que les technologies nous amènent à des sujets ou des moyens de maîtriser mieux les questions que vous êtes en train d'identifier. C'est pas qu'elles n'existent pas, il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés. Mais il y a quand même une partie qui sont bien intentionnés, qui recherchent quand même que les choses avancent et qu'on prenne les bonnes décisions. On parlait du cycliste voilà, écrasé ou pas par la voiture autonome. Plus on va aller, plus on va être capable de réagir plutôt mieux qu'un humain. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, quand on conduit, que quelqu'un nous parle, qu'on a la lumière, que ci, que là. Je ne sais pas très bien dans quelle mesure on évite le chien, le cycliste ou la voiture. Vous voyez, donc, au fond, c'est pas sûr qu'elle ne finisse pas par faire mieux que nous sur ces sujets-là, en matière de sécurité, parce qu'elle prend beaucoup plus de décisions que nous. Donc, la question, effectivement, c'est, sur la question de l'éthique, c'est l'explicabilité, et puis c'est aussi essayer de ne pas diaboliser, parce que si on diabolise, on se privera des bénéfices qu'on pourrait en tirer si on commence à mieux maîtriser la technologie. Et on la maîtrise mieux je dirais de semaine en semaine ou de mois en mois. Ça va très très vite. Donc moi je suis plutôt positif. Je vois qu'aujourd'hui c'est en train de révolutionner la manière dont les entreprises vont fonctionner. Je parle des entreprises, c'est ce que je connais le mieux. Après il y a d'autres domaines, l'éducation, je vois bien, et on fait de l'éducation en entreprise, mais dans l'entreprise, il est certain que ça va déciloter les organisations qui ont été coupées en petits morceaux. Vous pouvez imaginer qu'une entreprise est coupée en tranches de saucisson parce qu'on ne maîtrise pas tout et que c'est plus facile de maîtriser et la compta, et la logistique, et la RH, et le commerce, etc. Puis à la fin, quand c'est bien siloté, les gens qui travaillent dans chacun des silos comprennent plus ce qui se passe. L'intelligence artificielle générative, elle permet, c'est cette logique d'agent, permet de communiquer d'une façon beaucoup plus simple et de donner un accès beaucoup plus transverse aux équipes qui travaillent dans une entreprise, et donc de beaucoup mieux comprendre, au fond, à quoi ils servent dans un enjeu qui est plus large que simplement la mission qu'on leur a confiée. Et donc c'est plus motivant. Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, au fond, vers quoi on pourrait imaginer d'aller avec ces outils-là. Je ne regarde pas la partie noire, elle existe bien sûr. Mais on va probablement aller vers un modèle dans lequel les managers ne seront plus des contrôlants, mais seront des coachs. Et les équipes seront plus engagées, alors qu'aujourd'hui on vit une crise de l'engagement. Moi, c'est le pari que je fais. Je pense qu'en étant plus... en ayant une meilleure connaissance et en étant plus autonome dans son job, on est plus engagé. Et moins on comprend ce qu'on fait, moins on est engagé. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses, de bénéfices qu'on peut avoir. Et donc, il faut travailler, comme vous le faites, sur la question de comment on contrôle, et en même temps, ne pas limiter les expérimentations contrôlées, pour ne pas se priver des bénéfices qu'on pourrait avoir. On est passé des LLM, des énormes modèles gigantesques qui consomment une flotte dingue, à des beaucoup plus petits modèles, voire à des modèles qu'on peut adapter à l'entreprise et qui sont limités aux données de l'entreprise. Bon, ben ça, c'est 1 an et demi de travail. On peut penser que dans 1 an et demi, on aura encore énormément évolué. Peut-être pour conclure, parce que je suis un peu pour conclure, je dirais, je suis... c'est drôle parce que la conclusion que vous avez eue sur les soft skills, c'est une conclusion que j'ai donnée dans un topo que j'avais fait il y a quelques mois.
C'est voilà, alors les compétences douces, mais on va dire la créativité, la capacité à travailler en équipe, la capacité, le fait d'être courageux, le fait d'être transparent, le fait, bon, toutes ces données qui sont au fond, qui dépendent de ce que vous avez vraiment dans vos tripes, qui ne sont pas des compétences techniques, le savoir-être, bien sûr, c'est des dimensions qui vont devenir de plus en plus recherchées. Et peut-être qu'elles ont été un peu malmenées ces 10, 20, 30 dernières années. On était très matheux, puis après très... Bon, je sais pas. Aujourd'hui, les soft skills, y compris chez les matheux, on en a besoin. On va en avoir besoin encore plus qu'avant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle quand même, parce qu'on s'est beaucoup plaint que finalement on s'en ensauvagé. Et donc moi, je suis plein d'espoir. Anne voulait réagir. Oui, alors sur la question du désilotage, ou en tout cas du fait de décompartimenter, il y a des mouvements en ce moment qui sont intéressants, parce que depuis le 19e, on est grosso modo dans une logique d'ultra-spécialisation pour arriver finalement à développer, à industrialiser, on va dire, donc la division du travail pour être plus productif. Et on est arrivé dans une spécialisation qui rend presque aveugle à l'essentiel, tellement qu'on a le nez dessus. Et par exemple, dans les grandes révolutions en cours au niveau scientifique, dans les grandes révolutions mathématiques, il y a tout ce qui est autour de la théorie, des théories de Grothendieck. Et Grothendieck, typiquement, c'est quelqu'un qui révolutionne beaucoup de choses, notamment l'IA, notamment les traducteurs, etc. Et Grothendieck, c'est quelqu'un qui a touché tous les champs des mathématiques simultanément. Et une des raisons pour lesquelles, par exemple, en France, on n'a pas tellement été capable de réagir, c'est parce qu'en fait, on s'est mis à travailler en silo au niveau scientifique. Et pourquoi, en fait, on a beaucoup perdu depuis la fin de la période soviétique? C'est parce que les soviétiques, eux, avaient gardé une approche qui était complètement généraliste. Alors pourquoi je fais ce parallèle? Pour dire qu'en fait, je crois qu'il y a exactement, comme je disais tout à l'heure, qu'on a un mouvement de balancier qui revient vers les humanités. Eh bien, on a un certain mouvement de balancier qui va revenir vers une approche généraliste, après avoir été dans une approche d'ultra-spécialisation. Et ça, je pense que c'est très important pour l'esprit humain. C'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas du tout abordé un sujet qui me paraît fondamental, c'est la question des datas. Parce que c'est très bien, les algorithmes, mais il faut bien les entraîner sur quelque chose. Et un des sujets de grand retard français, alors dans le champ de l'éducation, n'en parlons pas, c'est qu'en fait, on n'a pas de gouvernance des datas. On ne gère pas, on ne structure pas, on n'a pas conscience de nos datas. Et donc, quand le choc de l'IA arrive, on voit bien techniquement ce qu'on préfère, sauf qu'on n'a pas la data. Et il faut au moins 5 ans pour arriver à la structurer. La data, c'est l'ensemble des données. Et on peut faire des données sur tout. Je vais vous donner un exemple politiquement non correct. J'espère qu'il n'y a personne d'enseignement catholique ici. Vous avez l'enseignement catholique, par exemple, qui doit défendre son beefsteak, qui doit essayer d'avoir un bon financement de la part des collectivités locales. Donc, il doit essayer de négocier un bon forfait communal, d'accord ? Vous savez que le forfait communal, il y a une manière de le calculer, mais globalement, ça se décline de manière très, très, très différente. Ça va quasiment de 1 à 20 d'une commune à l'autre. Et vous vous rendez compte que l'enseignement catholique n'a aucune remontée structurée d'informations sur ce sujet. Donc, s'il veut aller négocier au ministère, il n'est pas capable de dire quelle est la moyenne, le forfait communal moyen en France. Quelle est la différence, l'écart type? Il n'a aucune donnée fiable structurée, typiquement. Donc, après, on pourrait imaginer de faire travailler des IA, tout ce qu'on veut là-dessus, mais si vous n'avez pas la data, si vous n'avez pas la donnée, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dessus, c'est déjà le premier niveau, à mon avis, où il faut qu'on se mette à niveau, il faut qu'on se dote vraiment d'une culture de la donnée. Alors, vous allez certainement expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais je trouve que c'est là-dessus déjà qu'on a un vrai sujet. Évidemment, quand on entraîne une IA, on l'entraîne sur des données. Déjà, avec votre ChatGPT, vous pouvez très bien décider de lui dire « Écoute, fais-moi une dissertation en prenant exclusivement des ouvrages de Kant. Voilà la liste des ouvrages de Kant et particulièrement les dimensions éthiques de ces ouvrages. » Vous lui donnez à manger ça et il vous fait la dissertation par rapport à ça. Donc, quand vous faites votre prompt, quand vous faites votre requête, quand vous demandez quelque chose à ChatGPT, par exemple, vous pouvez lui dire sur quoi il va chercher. C'est évidemment pas du tout la même chose que si vous lui dites « Vas-y mon gars, produis ce que tu veux, écris ce que tu veux, puis ça ira bien comme ça. » Donc, je crois qu'on a une culture à développer de la data. Allez-y,
Non, 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 pas du tout. Elle veut nous faire croire qu'elle n'est pas. Vous voulez nous faire croire que vous n'êtes pas scientifique, mais il y a quand même une dimension scientifique dans tout ça. Alors, sur la data, non, juste un petit point. Vous avez parlé de la Bible tout à l'heure, mais en fait, avec les SLM et avec ce genre d'outils, on va arriver à avoir des outils spécialisés. Des SLM, des Short Language Models, bon, c'est des petits chat GPT, si vous voulez, spécialisés sur une quantité, sur un type de données que vous avez défini. Bon, et ben, on peut très bien imaginer que le Vatican ou je sais pas, les évêques français décident de spécialiser un outil et à ce moment-là, ben, vous y aurez accès avec votre Magnificat ou avec je sais pas quoi, enfin votre abonnement Magnificat. Voilà. Bon, donc ça c'est... Deuxième chose, le Vatican, et le pape François avait lancé il y a en 2020, donc c'était il y a déjà un moment, une commission autour de la problématique de l'intelligence artificielle, et il y avait nommé dedans d'ailleurs le grand spécialiste de l'intelligence artificielle de chez Google. C'est aussi pour dire que ces boîtes-là, elles n'ont pas envie de se faire choper à faire n'importe quoi. Je les connais plutôt pas mal. D'abord, Pape François est allé chercher cette personne-là parce que c'était quelqu'un qui pensait éthique, enfin, dans tous les cas, qui se posait des questions. Pas mal travaillé aussi avec Microsoft. Pareil, ils ont limité volontairement, comparé à d'autres solutions, leurs algorithmes parce qu'ils ne veulent surtout pas passer de l'autre côté ou risquer de passer de l'autre côté. Donc, ils ont imposé à leurs algorithmes un certain nombre de choses. Je pense que Mistral fait pareil. Mais voilà, c'est ça. Donc, tout ça c'était de bons garde-fous. Et puis après, sur les IA, sur les données, et je vous rends le micro, sur les données, c'est l'énorme, là je veux parler de business, mais c'est l'énorme business que nous on fait depuis des années. Je sais pas, on a peut-être 30 ou 40% de notre business qui est la gouvernance de la donnée dans les entreprises. Tout le monde aujourd'hui a conscience que, d'abord, mais le RGPD a beaucoup aidé. J'ai vu que c'était un de nos sujets de prédilection, le RGPD, l'IA Act, etc. Mais à partir du moment où on a 7% de pénalité sur un chiffre d'affaires global, mondial, évidemment, ça motive à maîtriser ces données. Et donc ça a été un espèce de coup d'accélérateur, le RGPD. Et l'IA Act fait la même chose. Et donc aujourd'hui, toutes les entreprises, et pour ces raisons-là, et surtout parce que ça leur permet maintenant d'entraîner leurs algorithmes, ils veulent maîtriser leurs données. Donc ils veulent savoir qui les crée, qui les modifie, comment on les sécurise, lesquels doivent être dans un cloud souverain, lesquels on peut mettre dans un cloud un peu plus public. Voilà, c'est un sujet énorme. Et donc je suis affolé que l'éducation catholique ne soit pas plus avancée sur le sujet. Une question, Alexandre Sabato, vous voulez peut-être réagir. J'en profite pour poser quand même 3 questions sur le registre éthique. En cas de défaillance, qui est responsable, en fait, quand l'IA est en jeu? Sur les biais quand même des algorithmes en termes de discrimination, biais politiques, ce que l'on peut constater sur ChatGPT ou sur d'autres moteurs de ce type, d'autres recherches, d'autres requêtes, on voit très bien que quand on pousse la requête, eh bien, il s'oriente différemment selon l'impulsion que l'on peut donner. Et donc ça, la question de la responsabilité et la question des biais en termes d'algorithmes. Alexandre Sabato, vous voulez répondre là-dessus? Je clore le sujet juste avant, sur l'importance des données. Ça a été évoqué, mais ChatGPT, encore une fois, c'est une réponse, les grands language models, c'est une réponse statistique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que la plupart des données utilisées par les IA sont des données américaines. Ce qui fait qu'elle va vous répondre avec des biais américains. Elle va vous répondre comme un Américain. Le JDD avait titré que ChatGPT pensait comme un macroniste de 2017. C'est une manière de voir les choses. C'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on entraîne ces modèles avec des données françaises pour qu'il y ait notre manière de réfléchir, de penser, notre culture qui imprègne l'IA pour qu'on ait des réponses adaptées. Et on pose maintenant la question, je vais apporter la question du biais d'abord. Qui est chargé d'entrer des données françaises? En fait, est-ce qu'il y a un organisme qui est chargé de pousser la langue française sur l'IA? Il n'y a pas d'organisme qui fait ça, mais par exemple, il y a l'IA Mistral, le chat de Mistral, qui s'appuie essentiellement sur des données françaises, et c'est pour ça qu'elle répond mieux jusqu'à présent sur des sujets français et en français. Mais nous, on encourage dans le rapport qu'on a écrit avec l'Assemblée nationale et le Sénat, justement, à ce que l'INA et nos archives nationales réservent ces données à des IA de chez nous pour justement mieux les pousser et pas donner ça aux concurrents américains avec toute l'économie de la donnée que vous avez mentionnée. Sur les biais, il y a 2 types de biais. Je pense que c'est important, avant de poser le débat, de les séparer. D'abord, il y a les biais de données.
Ça veut dire que dans notre monde, même nous, il y a des stéréotypes, des biais qui font partie de notre quotidien et qui gèrent notre manière d'interréagir avec le monde. Ces données-là, qui vont alimenter les IA, vont leur transmettre leurs biais. Par exemple, je prends un exemple, Amazon avait commencé à utiliser un logiciel RH avec tous les CV des employés qu'ils avaient, et on a remarqué que cette IA RH refusait toutes les femmes. Personne ne peut l'expliquer. Mais derrière, ils ont un peu creusé, ils ont remarqué que finalement, dans leurs employés, c'était essentiellement des hommes qui travaillaient dans les entrepôts pour chercher les colis ou pour livrer. Et c'est ce qu'on constate, je pense, chacun d'entre nous. Donc l'IA s'est dit, il y a peu de femmes dans ce métier, donc il faut les discriminer et les retirer de l'offre d'emploi ou du moins du recrutement. Donc ça, c'est les biais de données qu'il faut arranger. Mais derrière, il y a également les biais qui sont inscrits dans le code directement. Vous l'avez peut-être vu passer, j'essaie de vous donner des exemples à chaque fois. Mais par exemple, l'IA de Google, comme c'était américain, ils avaient mis un mode de pensée un peu wokiste. Donc si vous lui demandez une image d'un roi de France, eh ben, vous aviez un Africain avec des habits du XVIIe, XVIIIe siècle. Parce que l'IA voulait que ça représente la diversité et le modèle wokiste qui est très en vogue aux États-Unis. Pareil, il y avait un exemple qui était assez drôle, mais quelqu'un en uniforme SS qui était de type asiatique. Donc voilà, donc il y a deux choses différentes. Il y a les biais de données et les biais qui sont inscrits dans le code. Je pense que pour s'en consentir le mieux, il faut ne pas mettre de biais de code pour faire passer une idéologie, car c'est des choses qui évoluent et ça doit être représentatif du monde dans lequel nous vivons. Et les biais de données, il faut les corriger quand il y a évidemment des erreurs, comme ça a été le cas d'Amazon. Et sur la question de la responsabilité en cas de défaillance, je donne un premier élément. Ça, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que, comme je l'ai dit, l'explicabilité est quasi nulle aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi une IA fait ça. Mais il y a la question de la confiance qui est extrêmement importante. Comme vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est déjà démontré. Une voiture qui est conduite par IA a moins d'accidents, fait moins et mieux pour notre sécurité. Mais le problème qu'on a, c'est un biais humain. Quand une machine fait une erreur, on ne l'accepte pas. On va dire, mais regardez, il y a eu un accident qui a été fait par une voiture conduite par IA. Mais sauf qu'on oublie de parler des 100 accidents qu'il y a eu sur les autoroutes en France aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas comment on va arriver à changer ça, mais c'est aussi une manière de changer les mentalités. C'est le cas également dans le trafic aérien. On sait déjà que si on restait en pilotage automatique, vous auriez plus de chances de vous en sortir en cas de problème que s'il y avait vraiment un pilote qui s'en occupait. Mais ça, c'est un biais humain qui est bien ancré et qui va peut-être falloir évoluer. Mais derrière, il y a le sujet qui est extrêmement important, c'est de dire qui est responsable. Et donc là, on revient sur le sujet de à qui on donne confiance. Je n'ai pas la réponse. Je pense que pour chaque cas, il va falloir se poser la question ensemble. Voilà, moi, je reconnais que je suis quelqu'un de populiste. Et donc, c'est pour ça que je prône la formation et les événements comme ça, pour qu'on puisse échanger tous ensemble, pour se mettre d'accord sur un modèle. Parce que, par exemple, je prends dans le domaine médical, il y a des IA qui font déjà mieux pour repérer les cancers. Mais encore une fois, on ne sait pas pourquoi elle repère un cancer. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'elle se trompe, qu'un spécialiste d'aujourd'hui. Mais derrière, si une IA a loupé sur votre imagerie, que vous ayez un cancer, que vous le développez et que vous perdez quelqu'un proche de votre famille, vous pouvez vous retourner vers personne. Alors que sinon, vous allez challenger un autre spécialiste oncologue, et vous pouvez vous retourner vers lui en cas de mauvais diagnostic. Et donc, tout le débat se retrouve ici, mais vous avez peut-être des avis peut-être un peu plus tranchés que moi. alors justement, sur la responsabilité, Godefroy Benzmann et Anne Coffinier. Quelque chose de très bref. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a à l'évidence actuellement un nouveau champ du droit qui est en train de se structurer, qui est le droit de la responsabilité, justement, dans le champ de l'IA. Donc tout est à peu près à construire. Mais donc, je ne suis pas sûre qu'on va beaucoup débattre au niveau du Parlement pour savoir où passe la limite entre celui qui a conçu l'IA, celui qui l'utilise, celui qui le paramètre, etc. Je pense que ça va surtout se faire de manière jurisprudentielle, accident après accident, procès avec procès, et petit à petit, il va probablement se structurer un certain droit de la responsabilité de l'IA. Parce que le domaine est tellement évolutif d'un point de vue technique
que jamais, c'est pas sympathique pour le législateur, mais jamais le législateur ne pourra suivre la cadence. Et le juge aussi aura du mal, mais enfin le juge, comme il fait de la jurisprudence de manière décentralisée, il va plus arriver à suivre la cadence. Donc c'est comme ça que va se structurer des règles du jeu pour accompagner ce secteur. Et donc j'ai le sentiment quand même qu'en matière de responsabilité, ce sont des enjeux qui sont certes importants, mais on ferait peut-être bien de travailler sur l'amont, c'est-à-dire être sûr que les enjeux éthiques, les questions des biais, la question de véritablement comment on hiérarchise les valeurs, quelles valeurs on y met et pourquoi, ces questions soient beaucoup plus prises au sérieux et ne soient pas laissées exclusivement à des gens qui sont avant tout des ingénieurs ou des pros de la technique. Donc là encore, ça rééquilibre les sujets. Parce que moins on traite l'amont, et plus on aura de problèmes en aval à traiter au niveau jurisprudentiel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une fois de plus que le pouvoir va passer, on va dire, des philosophes et des élus aux juges. Une fois de plus. C'est pas réjouissant tout ça. Hein. Alors, oui, je partage. Je pense que pour nous qui conduisons, qui seront les passagers des voitures autonomes, on se retournera contre la compagnie qui nous transporte. Mais c'est vrai qu'après, il y aura des batailles de géants entre, voilà, qui se retourneront eux-mêmes vers ceux qui ont fait la technologie, etc., etc. Je voulais revenir sur les biais. Aujourd'hui, Tintin au Congo est un vrai sujet. Hein, on entend parler partout. Si vous avez des albums, gardez-les précieusement, ça va devenir des collectors. Et on ne peut plus appeler un petit noir un nègre, etc. Vous savez bien. Donc, je pense que les biais, et c'est ce que vous disiez à l'instant, les biais, ils ont un temps. Mais en revanche, on a besoin des biais pour être sûr de ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, ChatGPT, comme on n'a que ça sous la main, on va utiliser ChatGPT en considérant qu'il y a des biais. Alors on essaie de les repérer, les biais, bon, on tombe dessus, et eux-mêmes, ça ne leur plaît pas, donc ils corrigent. Il ne faut pas croire non plus qu'ils veulent absolument des biais ou des hallucinations. Et à mon avis, plus ils vont avoir un impact dans le marché, plus ils vont quand même vouloir ne pas se faire attaquer sur leurs biais. Donc, alors peut-être que ça va devenir des robinets d'eau tiède, mais je pense que tout le monde travaille sur les... C'est déjà le cas, oui. Donc la deuxième chose, c'est qu'il faut se faire des biais. En fait, il faut se faire des algorithmes. On parlait de Mistral, mais les entreprises se font d'une certaine façon des biais en donnant que leurs données. On peut imaginer que la santé en France crée des outils dans lesquels il y a des biais qui sont propres à la France. On peut imaginer avoir des biais en Europe, parce que je pense que ce sera à un moment donné trop cher de le faire qu'en France. Et quand vous parliez des données tout à l'heure, on a des gisements de données considérables en France qu'on n'exploite pas très bien, qu'on a commencé à exploiter, mais finalement, politiquement, ça a été très, pas du tout mal géré, mais je pense que là encore, les lobbies ont tué l'initiative. Je veux parler du Health Data Hub qui a exploité les données. Il y a des gens dans la fonction publique, ça peut arriver, qui ont eu des idées extraordinaires et qui ont fait plier, administration par administration, les fonctionnaires pour aller chercher des données qui étaient bien enfoncées dans les organisations. Et ils n'avaient aucune envie de donner leurs données. Et ils continuent d'ailleurs à résister. Mais non, bon, une jeune femme a réussi à leur tordre le bras, peut-être un peu comme vous voyez, avec un drapeau qui avait décidé de... Bon, vive les femmes. Et courageuses, il y en a. Et beaucoup. Et donc, ils ont fait le choix de rassembler toutes les données de santé qui existaient, et en particulier les données qui étaient issues des ordonnances des hôpitaux. Et ils ont réuni toutes ces données et il a fallu les stocker. C'était maintenant le Health Data Hub, c'est un certain âge. Il n'y avait pas beaucoup de technologie sur le marché. Ils sont allés chercher un endroit où ils pourraient trouver un cloud. Ils sont allés chercher chez les militaires. Ils n'ont rien vu. Ils étaient même atterrés de voir qu'il y avait si peu. Et puis ils ont été au ministère de l'Intérieur. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait absolument pas la capacité à traiter leurs données, celles qu'ils étaient en train de rassembler, en y apportant le degré de qualité et en y apportant les moyens de les protéger. Et après de les interfacer, de donner une interface aux gens qui pourraient l'utiliser. Voyez, donc il y avait toutes ces conditions qui étaient utiles, parce que rassembler les données, si on ne peut pas y accéder, ça ne sert à rien. Et il fallait que les startups, les grands labos pharmaceutiques, tout le monde puisse accéder à ces données pour travailler. Donc ça, c'était quand même quelque chose de fantastique.
Non, mais je dis ça parce qu'on ne fait pas que des choses mal, quand même, hein. On fait aussi des choses sur les données. Bon, non, mais je vous passe le micro dans une seconde. Je vous l'ai pris quand même avant, vous avez vu, hein. Si on prend Mistral AI, par exemple, le fameux fleuron français, voilà, dont on se gargarise beaucoup, ben, elles sont où ces données? Elles ne sont pas en France. Oui, c'est un autre sujet. On peut y revenir si vous voulez. C'est un grand sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on est tous censés passer à l'hôpital un jour. On est quand même vachement content que les industries pharmaceutiques puissent utiliser nos données pour en faire quelque chose d'intelligent. Bon, ben moi je suis vachement content. Moi j'ai envie d'être soigné et de la meilleure manière. Et aujourd'hui, bon, ben, ce sera une question. Alors c'est une question. On pourra voter. Bon, il y a un mouvement. Bon, mais en tous les cas, on va considérer qu'il y a une partie des gens qui aimeraient bien que leurs données soient utiles ou utilisées pour pouvoir obtenir les meilleures réponses médicamenteuses, de traitement, etc. etc. Et donc il y a eu tout un mouvement qui a quasiment tué dans l'œuf la solution du Health Data Hub parce qu'elle tournait sur Azure, le cloud de Microsoft. Et qu'à l'époque, OVH racontait qu'il pouvait le faire, il ne pouvait pas le faire. Et aujourd'hui, ils sont en train de se hisser au niveau, mais il y a déjà presque 10 ans, vous voyez. Donc il faut regarder les choses à un moment donné avec objectivité. Maintenant, s'ils peuvent le faire, tant mieux. Moi, je n'ai pas de problème sur le sujet. Oui, mais pour les mêmes raisons, si vous voulez. Alors, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur le deuxième volet de notre réflexion. Après la question éthique, la question sociale. La transformation des métiers et les effets de l'IA sur le travail. Est-ce qu'Alexandre Sabatou, déjà, il y a dans votre rapport quelques projections à ce sujet ou quelques réflexions qui nous permettent d'avancer? Alors oui, étonnamment, les personnes qu'on a interrogées, qui ont fait les projections sur les changements que va apporter l'IA sur le monde du travail, sont assez optimistes dans le sens où ils disent que pour l'instant, on ne voit pas tellement tant de pertes d'emplois à cause de ça. Ils l'ont dit qu'ils l'ont remarqué sur le milieu culturel ou du design, où ils s'appuyaient moins sur des prestataires, et c'est-à-dire qu'ils regardaient juste les offres d'emploi qu'il y avait, et ça avait baissé de 10%. Mais sinon, sur le reste, ils n'avaient pas vu de grands bouleversements qu'on nous avait promis. C'est quelque chose qui est important, vous l'avez mentionné par rapport sur le cloud, où on a mis 10, 15 ans, 20 ans à se former dessus. Moi, j'ai travaillé un peu dans l'industrie, et dans l'industrie, j'étais bien loin de ce que j'avais appris à l'école avec un capteur sur chaque machine. J'arrive dans une industrie où il y a des bouts de scotch presque sur les tubes. Tout ça pour vous dire que la technologie, le temps qu'elle infuse, qu'elle intègre l'industrie, les entreprises, ça prend du temps. Donc c'est pas du jour au lendemain, on va avoir une IA qui va tout changer, tout bouleverser. Ça va prendre du temps, c'est le temps de construire. Moi, je vois ça quand même d'une manière positive et je pense que c'est partagé. Je raconte une anecdote dans l'industrie encore. Dès qu'on avait un problème, on allait voir l'opérateur qui est là depuis 30 ans. On a lui demandé, mais tu te souviens pourquoi cette vanne, faut l'ouvrir à 40 degrés et pas plus, sinon ça bloque. Tu te souviens pourquoi on a mis ça là? Et en fait, c'était un peu la mémoire de l'entreprise. Demain, avec l'IA, avec les données qu'on a, on va être capable, en interrogeant la petite IA qu'on aura fait pour l'entreprise, avec les données de l'entreprise, les brevets de l'entreprise, pourquoi on a fait ça, pourquoi on est allé là. Et ça permettra d'améliorer le confort et la productivité de tout le monde. Dans le rapport, ce qu'ils nous ont présenté, c'est justement l'IA allait augmenter la productivité. C'est pas simple. Si je demande aujourd'hui qu'est-ce qui vous fait perdre du temps et qui pourrait être optimisé dans votre travail, finalement, on fait les choses assez machinalement et c'est assez dur de trouver ce qu'on pourrait vraiment optimiser ou ce qu'on pourrait améliorer. Et ça va être ça le travail de l'IA. Ça va être capable d'identifier ce qui vous fait perdre du temps. Enfin, moi, globalement, c'est le traitement de mails. À l'Assemblée, on reçoit 300, 400 mails par jour. Et une fois qu'on a fait le tri parmi les lobbies ou les pétitions en ligne, parfois ça vous fait envoyer un mail automatiquement à votre député. Bon, je pense que je peux retirer rapidement 300 mails, avoir un résumé du nombre de personnes, d'où ils venaient, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que grâce à l'IA, votre travail va un peu retrouver du sens. Vous allez pouvoir vous reconcentrer sur les choses qui sont importantes. Mais grâce à ça, ça aura aussi, je l'espère, un biais positif, c'est que comme vous pourrez vous concentrer plus sur des tâches importantes, des tâches sur lesquelles vous allez apporter de la valeur ajoutée, logiquement, l'entreprise devrait être à même de plus vous rémunérer parce que
vous apportez vraiment de la valeur ajoutée à votre entreprise via vos actions. Je voulais terminer sur autre chose, mais j'ai oublié encore mon point parce que j'ai un esprit d'escalier qui est assez dérangeant quand je prends la parole. Mais voilà, je rebondirai aux collègues. Donc on est loin, si je traduis, on est loin, et il n'y a pas besoin de traduire parce que vous êtes très clair, mais on est très loin de ce que disait, je crois que c'est Goldman Sachs qui prédisait une sorte de tsunami mondial sur le nombre d'emplois qui allaient être affectés par la nouvelle économie qui émergerait de l'IA. Apparemment, vous voyez les choses lentement se constituer. Est-ce votre avis, Godfred Wensman? Mon but de pas être d'accord. Mon but de pas être d'accord, mais bon, moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est pas pour ça que les jobs vont disparaître. Je pense que les tâches sont impactées, c'est sûr. Et on y contribue d'une certaine manière. On le fait. On a, je pense maintenant, peut-être précisément 16% de notre chiffre d'affaires en l'espace de moins de 2 ans qui est passé, qui sont des projets d'intelligence artificielle pour nos clients. Il n'y a pas un client qui n'a pas un projet. Alors il y a une partie des projets qui consiste à améliorer, optimiser, rendre le travail plus facile. Voilà. Puis il y a quand même des jobs autour tout ce qui va tourner autour du document, hein, qui sont les juristes, qui sont il y a beaucoup de jobs qui sont facilement automatisables. Ça n'empêche pas qu'il y ait quand même besoin du chirurgien, même si la machine a vu 4 fois, je ne sais pas combien, plusieurs milliers de fois mieux qu'un œil humain, les nuances de gris ou les nuances dans une radio pour identifier les choses malines. C'est à peu près la même chose pour un juriste. Je pense qu'à la fin, un avocat, ou même un juge d'ailleurs, il aura besoin la machine va lui préparer, synthétiser, proposer, donner des jurisprudences, mais à la fin, il y a une stratégie à mener pour un avocat et pour le juge, et à la fin, c'est quand même un jugement humain. Et je pense qu'on n'est pas du tout prêt à passer à des juges automatisés. Donc, alors, après, un autre exemple, dans le domaine de l'industrie, il y a beaucoup de choses qu'on fait en matière de qualité, avec l'identification, comme pour les radios, vous parliez des cancers tout à l'heure, la même chose sur les pièces qui sont fabriquées, en particulier dans les avions, c'est un sujet que je connaissais bien. Et aujourd'hui, la réglementation fait que de toute façon, il restera des opérateurs. Donc même si l'identification avec de l'intelligence artificielle identifie beaucoup mieux la qualité qu'on peut le faire avec un œil humain, on gardera les opérateurs. Et tout ça, parce que quand même les jobs vont bouger, tout ça va quand même permettre d'amenuiser ou de créer un biseau, qui va nous permettre de passer d'un job à l'autre, de faire évoluer les compétences pour... Non, mais je ne dis pas que ça va pas supprimer des jobs, au contraire. Je pense que... Parce que vous estimez quand même que ça va aller à une vitesse phénoménale et que 30% des métiers seront concernés quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un phénomène d'ampleur. À 2030, oui. Alors, et presque 45% à 2035. Donc c'est énorme. Non, mais c'est sidérant. Dans mon propre métier... Alors... Bien sûr, vous avez raison. Et la fonction publique a énormément à gagner aussi. Et on voit bien que, en fait, tous les métiers, je crois qu'il n'y a pas un métier. Alors, j'ai regardé l'étude de McKinsey, puisque vous y faites référence. Il y a quelques métiers qui ne sont pas impactés du tout, les nageurs, les profs de natation. Bon, c'était assez amusant. Ils avaient classé les métiers en 4 catégories. Ceux qui peuvent être améliorés mais pas à risque d'être remplacés. Ceux qui sont améliorés et remplacés. Enfin, voilà, oui. Si vous avez accès à l'étude, c'est tout à fait intéressant. Les journalistes, c'est 100% remplacés. Voilà, les journalistes. Ben non, parce que justement, comme l'IA est là plutôt pour vous aider, mais pas pour vous remplacer de réfléchir, à la fin, vous ne donnez plus rien dans vos articles. Bon, moi, j'ai fait des essais, on a écrit quelques articles avec mon frère, parce que Trump a libéré la parole. Alors on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas dire des choses, donc on a écrit quelques articles au début de l'année, dans le Figaro, dans Challenge, voilà. Et à la fin, j'ai fait corriger. Bon, il manquait toutes les idées que j'avais mises, donc c'était devenu un robinet d'eau tiède. Et j'ai créé un texte à partir duquel j'ai demandé un interview à un journaliste. Enfin, j'ai simulé un journaliste, puis après j'ai fait parler mon frère et moi, et on a créé.
c'était dramatique, il manquait la moitié des choses. Donc j'étais obligé de reprendre à la main. Et alors il identifiait bien les paragraphes, les questions des journalistes n'étaient pas idiotes, c'était pas mal, mais globalement on est obligé de tout reprendre à la main. Donc j'ai envie de dire, à la fin, il y avait 50-50 peut-être, et encore à mon avis. Oui. Ça, c'est une version bêta, mais quand on aura énormément progressé, le journaliste sera rapidement remplaçable. Je prendrai l'exemple aussi je donne l'exemple classiquement que vous connaissez sans doute de la présentatrice météo qui a été lancée par une chaîne suisse en avril 2023 maintenant, je crois, et qui est donc totalement indiscernable, c'est-à-dire quasiment. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte que la présentatrice météo est une IA. Et donc, elle vous présente la météo, elle n'est jamais malade, elle ne prend pas de vacances, elle ne médit pas sur les collègues autour de la machine à café, elle n'est pas syndiquée, elle ne touche pas de salaire, on peut la faire travailler la nuit, elle peut s'habiller n'importe comment, elle n'aura jamais aucune revendication. Et comme on ne voit pas que c'est une IA, c'est l'IA qui a gagné à partir du moment où c'est indiscernable. Vous avez raison, et à mon avis, je ne sais pas si on va pleurer, il y a peut-être quelques-uns qui pleurent, moi je ne regarde pas beaucoup la télévision, mais il paraît qu'elles sont extrêmement, comment dirais-je, appétissantes. Bon, de ce point de vue-là, on va perdre quelque chose, mais pour le reste, avoir la météo par quelqu'un par une IA, moi ça ne me choquerait pas. Hein. D'ailleurs, je regarde la météo sur mon smartphone et ça me va très bien. Mais en revanche, il y a un avocat, et j'espère qu'il ne va pas confier la stratégie de sa plaidoirie à une IA. Il a toutes les chances de perdre. Mais non, je pense que les machines, c'est de la machine. Ce n'est qu'un algorithme. Et comme vous disiez, c'est statistique. Donc, il va estimer que... Et vous aurez toujours des biais. Et puis surtout, l'idée de génie, vous ne l'aurez jamais avec une IA. L'IA n'est pas créative. Elle ne peut pas aimer les gens. Elle n'a pas de compassion. Elle n'a pas de valeur morale. Et à la fin, si on reprend un avocat ou un juge il a besoin de tout ça pour créer la différence avec les gens avec qui il est en compétition, si c'est un avocat ou avec. Donc, moi, je ne crois pas qu'un algorithme va remplacer autre chose que la météo. Anne, dans les métiers de l'enseignement, si on doit focaliser un petit peu là-dessus, peut-être, hein, mais vous avez le droit évidemment d'aller sur d'autres métiers, est-ce que les conséquences seront considérables? Est-ce qu'on peut imaginer une révolution dans la matière? Alors, je voudrais un petit peu rebondir sur ce qui a été dit avant, parce que je n'étais pas tout à fait en accord. La première chose, c'est que, en tout cas, dans un certain nombre d'expériences qui ont été faites, c'est pas aussi optimiste que ce que vous dites. Par exemple, un médecin fait un diagnostic. Après, le médecin fait le diagnostic avec l'aide de l'IA. Et après, l'IA fait tout le boulot tout seul. Eh ben, qui c'est qui a le meilleur résultat? Je pense que vous connaissez, c'est l'IA tout seul. C'est-à-dire que l'IA, aidée par le médecin, se trompe. C'est inquiétant quand même. On se dit quand même il y a un petit supplément d'âme. Et ben non. Voilà, donc, en tout cas, dans ce cas-là, hein, j'imagine qu'on pourra améliorer. Donc, je ne suis pas sûre, moi, que l'humain, dans ce type de situation assez technique, arrive à garder sa suprématie et son caractère irremplaçable. Et ça, c'est effrayant. Ça donne le vertige. La chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un enjeu sur la mémoire. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très important. Vous disiez qu'on pouvait garder tout l'historique, par exemple, de l'entreprise, pourquoi on a fait ça à tel moment, etc. Et en fait, on est en train de se décharger de la mémoire, par exemple, d'une entreprise, comme on peut d'ailleurs se décharger de la mémoire d'un pays, ou la mémoire d'une famille, ou la mémoire d'une histoire personnelle, sur une machine. Or, il faut aussi qu'on anticipe un cas très précis et très probable, qui est le blackout complet, plus d'accès du tout à ce qui permet d'accéder à l'IA, c'est-à-dire fondamentalement quand même les serveurs, etc. Et donc, on se retrouverait coupé de notre mémoire, coupé de notre excroissance qui nous permet d'être augmenté par toute une série de savoirs structurés. Et là, on se retrouve dans un état qui est pitoyable, un état où on n'est plus augmenté, on est diminué, et en plus, on a déshabitué notre muscle de la mémoire à fonctionner. Donc il y a des enjeux qui sont très importants. Et ces enjeux-là, notamment, ils sont, par exemple, anticipés au niveau militaire. Ils travaillent énormément sur ces sujets, de la même manière qu'ils travaillent sur des mécanismes embarqués, sans GPS, pour arriver quand même à diriger des tanks au bon endroit, parce que, évidemment, la première chose que fait n'importe quelle armée ennemie, c'est brouiller. Donc, je crois que c'est important d'avoir aussi une certaine mentalité survivaliste à l'égard de l'IA. C'est-à-dire savoir prompter très bien, savoir être très très bon dans l'utilisation de l'IA, mais savoir aussi
tel le scout spartiate, dans la forêt, se débrouiller sans IA, complètement sans IA. Parce que le jour où il y aura vraiment un vrai affrontement important, c'est la première chose qui tombera. Donc ça, je pense que c'est quand même important d'un point de vue éthique de bien le garder à l'esprit. Et puis, l'autre chose que je voulais, pour revenir plus sur le sujet que vous m'avez dit, qu'est-ce qui va changer? Et là, il y a quand même une assez belle nouvelle. C'est-à-dire que d'un côté, l'IA va, et je suis beaucoup moins optimiste que vous deux, supprimer énormément de métiers. Je pense par exemple au travail que fait un comptable, un expert comptable. Il y a 80% de son travail qui va être complètement automatisé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors évidemment, il aura peut-être le loisir de mettre de l'intelligence, qu'il n'a en général pas le temps de mettre, avec du conseil, plus de réflexion sur la manière d'impacter, par exemple, les aspects en compte analytique, enfin plus de conseils, en fait, plus d'accompagnement. C'est possible. Mais n'empêche que les petites mains qui constituent 80% ou 90% de son cabinet, elles vont disparaître intégralement. Et au bout du bout, quels sont les métiers qui demeurent et qui même sont valorisés plus que jamais? Je reboucle avec ce que j'ai dit au tout début. Ce sont les métiers où on va puiser dans une sagesse immémoriale avec un biais, puisque le biais, c'est justement c'est comment on conçoit l'homme, avec quel logiciel, avec quelle spiritualité, avec quelle philosophie. Et le deuxième secteur absolument indispensable, ce sont les métiers manuels, les métiers du service à la personne. Et tous ces métiers-là qu'on regardait de haut en disant oui, bon, voilà, l'ascension sociale, alors vous étiez au cul des vaches, comme disait jadis, ou bien vous étiez sur la machine-outil, ou vous étiez artisan, et puis maintenant, c'est merveilleux, ascension sociale, vous donnez un col blanc, vous avez le droit d'être à la poste. Eh bien, désormais, il y a une inversion, et ce qui devient absolument irremplaçable, c'est là où il y a justement une action humaine. Si par exemple je viens, je ne sais pas, vous masser, vous soigner, vous apporter quelque chose de physique avec un contact humain, eh bien il est probable que je sois irremplaçable. Tandis que si je vous apporte un soutien sur des dimensions financières, comptables ou même du conseil stratégique, c'est pas du tout certain que demain je reste irresponsable. Et donc, irremplaçable. Et donc, il y a une inversion que je trouve très intéressante dans notre hiérarchie morale, puisque, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une hiérarchie morale qui s'est installée, au moins en France, avec l'idée que les métiers manuels, bon, d'accord, si on peut éviter, c'est quand même mieux. Et ces métiers manuels, avec la révolution de l'IA, ils vont remonter. Les métiers du care, comme on dit, et les métiers du service et les métiers d'artisanat. Ça, je trouve que c'est partie des heureuses nouvelles. Alors, vous répondrez ensuite sur l'enseignement. Alexandre Sabatou voulait réagir. Et j'enchaînerai sur l'enseignement, si vous voulez, pour faire la première. Je module quand même par rapport à ce que vous avez dit sur la mémoire. Je pense que, bon, moi, j'ai connu l'époque avant les portables. On connaissait quand même pas mal de numéros de téléphone. Bon, peut-être que vous avez probablement des enfants, vous connaissez peut-être le numéro par cœur voilà. Bon, vous avez légué votre intelligence à votre portable. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir laissé de la place pour autre chose dans ma mémoire que des numéros de portable. Donc, vous avez raison sur les alternatives qu'on a besoin de garder, notamment au niveau du militaire. Mais derrière qu'on ait délégué certaines choses à la machine, je n'ai pas tellement de problème avec ça. Je rebondis sur la femme pour la météo. Présenter la météo, bon, c'est pas si compliqué. Enfin, bon, pas si compliqué que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on a les résultats et les présenter, que ce soit fait par une machine, d'accord. Mais comme vous l'avez dit, avec la manière dont vous avez utilisé l'IA, moi aussi, je m'en sers un peu pour challenger mes idées, savoir comment mieux les apporter. Donc déjà, il y a le biais où bon, il m'explique que mes idées patriotes pour la France, etc., c'est un peu ringard. Parle d'Europe, parle de libéralisme. Bon, c'est assez fatigant, donc je le renvoie assez vite dans les cordes. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que j'ai un sentiment d'eau tiède, de retour assez... une moyenne qui est faite, et finalement, on perd les idées fortes, les idées un peu punchline qu'on arrive à mettre dedans. Donc, c'est pour ça que ils vont pas tout remplacer, et pas non plus les journalistes. Bon, ce que je reproche aux journalistes, c'est qu'ils sont un peu trop rouges aujourd'hui, mais derrière, une IA ne remplacera pas le journaliste, va l'aider, va lui permettre de lire plus vite des documents, de les résumer pour pouvoir s'appuyer dessus sur des données fiables. Mais derrière, ce qu'on aime, c'est justement cette petite saveur en plus qu'il y a dans l'humain. Et je pense qu'on a tous envie de parler plutôt avec des humains, on est des animaux sociaux, plutôt que de parler à des machines tous les jours.
Juste un mot là-dessus. À partir du moment où vous ne faites pas la différence entre l'humain et la machine, il y a eu des cas de gens qui sont tombés amoureux d'une machine et ils ne le savaient pas. Ça, c'est ça en fait demain. Oui, après, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Enfin, Vous ne savez pas que vous tombez amoureux d'une machine. oui, mais en fait, à partir du moment... s'est suicidée parce qu'elle a Oui, que c'était une machine. C'est malheureux, mais derrière, ce que je veux dire, c'est pas parce que la machine dit quelque chose de sensé qu'elle comprend ce qu'elle a dit. Et en fait, tout le sujet, il est là, c'est une réponse statistique. Même si ça a l'air très vrai, et même si parfois, souvent, c'est vrai ce qu'elle nous raconte, bah, finalement, c'est juste une réponse statistique. Et même si elle vous dit qu'elle vous aime, oh, tu m'as manqué, etc., bah, ce n'est pas vrai. C'est une réponse qui est faite parce qu'il a vu des films romantiques, j'imagine, ou des relations dans nos romans, qui ont fait qu'il a apporté cette réponse pour... En fait, si vous voulez, il a eu accès à toutes les données, donc il sait comment on réagit, il sait comment nous appâter, il sait comment nous convaincre, il sait comment nous faire tomber amoureux, donc c'est des usages détournés qui sont faits et qui peuvent faire mal justement, mais enfin, voilà. À partir du moment où on arrive à éduquer la population sur ce qu'est vraiment l'IA, ce qu'elle permet, je pense que ces cas deviendront un peu moins fréquents. Alors justement sur l'enseignement. Et sur l'enseignement. Voilà. Juste parce que à force de se faire mal, on va jamais rien faire. Quand on regarde les films qu'il y a au cinéma aujourd'hui, où les gens tombent amoureux les uns des autres et tous les scénarios scabreux, on se demande si on a besoin de l'IA pour se faire mal. Je pense que c'est totalement dingue les scénarios qu'on imagine. Alors, je pense que l'IA, au contraire, va peut-être simplifier les choses. L'éducation est un sujet assez important et c'est pour ça que moi j'ai voulu travailler dessus et notamment avec, je salue Anne Jacquemin que je vois plus, qui est là-bas, qui travaille avec moi aux Auras sur ces sujets pour qu'on adapte la politique éducative dessus. Vous avez sans doute vu les rapports qui sont faits dans les journaux où on explique que quasiment tous les devoirs maison sont faits avec ChatGPT, les enfants s'en servent. Et donc on aura du mal à se battre contre ça et c'est pour ça qu'on est en train d'imaginer une manière d'éduquer les enfants où il y aurait une partie à l'école où on utilise vraiment notre manière de raisonner, comme nous avons tous appris sur les bancs de l'école, sans intelligence artificielle, où on est seul face à sa feuille blanche, on doit trouver les solutions et on apprend comme on l'a toujours fait. Mais derrière, il faut faire une deuxième partie où l'IA va prendre de plus en plus de place dans la société, qu'on le veuille ou non, et où il va falloir que ces enfants s'en servent. Vous avez connu ça également avec l'informatique. Au début, c'était compliqué. Mon père, il m'expliquait, quand on a vu les ordinateurs arriver dans l'entreprise, ben, il y avait des personnes qui regardaient la souris quand elle bougeait, ils ne comprenaient pas que c'était à l'écran. Donc c'est important que nos enfants apprennent à se servir de l'IA, car ça va faire partie de nos vies de manière de plus en plus pressante et pour des bonnes choses. J'ouvre une toute petite parenthèse. On nous a fait croire que le numérique allait nous simplifier la vie. Ça a quand même se compliqué notre vie sur pas mal de sujets. Je prends un exemple tout simple. Quand vous prenez l'avion, à l'époque, vous arrivez, votre billet, on vous met l'étiquette, etc. On vous prend le bagage, vous allez telle porte et il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, vous devez vous enregistrer en ligne quelques jours avant. Vous avez des bornes pour vous sélectionnez, vous mettez vous-même les tickets sur votre sac, vous l'emmenez quelque part. Finalement, ça nous a quand même compliqué la vie sur pas mal de choses. Avec l'IA, ça nous permettra, par exemple, j'ai entendu ça parler des fonctionnaires tout à l'heure. Moi, j'en ai marre de répéter à chaque fois que je remplis un CERFA ou quoi que ce soit, mon nom, prénom, d'où je viens. Avec l'IA, vous aurez votre compte avec vos données et ça sera directement imprimé dessus et ça vous facilitera la vie. Ce que vous prenez 1 heure et 3 mois à l'avance de prendre un rendez-vous, vous pourrez le faire de manière plus rapide. Mais voilà, sur l'éducation, pour recentrer le sujet, je pense que c'est important de différencier les deux, d'apprendre aux enfants à se servir de l'IA pour résoudre les problèmes. L'IA est quand même intéressante, parce que ce que je veux dire, d'un point de vue égalitaire, tout simplement, ou pour de l'équité. Nous, on a de la chance, enfin moi j'ai eu la chance que mes parents étaient là pour m'aider à comprendre les maths, le français, à m'aider au cours du soir. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance. Avec l'IA, il faut s'en servir intelligemment, il ne faut pas lui demander quelle est la réponse. Mais il faut lui dire, écoutez, je n'ai pas compris comment on en est arrivé là, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et l'IA va s'adapter à l'enfant, va lui expliquer, on est passé de cette ligne-là à cette ligne-là, en factorisant. Ah, comment on factorise?
l'IA sera un professeur particulier qui pourra aider à réduire, je le crois, les inégalités, mais on aura peut-être des désaccords dessus. Mais voilà, pour moi, il y a deux cas. On apprend à utiliser son cerveau de manière, comme on l'a tous appris, sans IA, sans technologie, et une autre avec l'IA pour s'appuyer dessus et pour pas créer une dépendance, mais avoir une extension de notre intellect. Non, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une révolution intéressante là. Et actuellement, vous savez, on parlait des groupes de niveau, etc. Mais c'est complètement dépassé, en fait. L'IA résout le problème sans passer par ce type de conception des choses. L'IA permet, enfin, elle permet beaucoup de choses mais en matière d'éducation, mais elle permet d'adapter les exercices au niveau de chaque enfant. Aujourd'hui, vous faites un cours sur une moyenne statistique. Vous imaginez être celle du niveau moyen d'une classe. En fait, ça correspond à personne. Et donc, c'est ennuyeux parce que les classes sont assez chargées, grosso modo à 30 personnes, disons. Et donc, vous parlez comme ça dans le vide et vous faites des exercices dans le vide. Et vous donnez pour le lendemain 4-5 exercices à faire. Vous imaginez que ça correspond aux besoins réels d'apprentissage des enfants. Mais ce n'est pas le cas. Et vous n'allez pas vous imaginer, vous n'allez pas vous amuser à dire à chaque enfant que s'il y en a 30, toi tu fais le numéro 2 et 4, toi tu fais rien, tu fais le chapitre d'après. C'est ingérable. Et avec une IA, donc c'est ce qu'on appelle adaptive learning, ça permet de détecter sur chaque enfant où il en est pour lui donner les exercices qui correspondent à son niveau à lui. C'est des choses qui existent depuis assez longtemps, notamment dans un site qui s'appelait Khan Academy. Je ne sais pas si vous l'avez fréquenté, ce site. Et c'est un site, c'était génial, un site de maths américain, où tout de suite, il détectait le niveau de votre enfant. Il y avait d'ailleurs une sorte de traduction graphique des points qui étaient maîtrisés ou pas dans le programme. Et en fonction de ça, tout de suite, il vous proposait des exercices qui permettaient de monter le niveau dans chacune des parties. Et à la fin, vous aviez un visuel, vous voyez que vous aviez tout couvert et que la totalité du programme était maîtrisée. Ça remonte déjà à 10 ans, ça. Et donc, ça, c'est une révolution inouïe, parce que ça permet enfin de réussir la fameuse révolution de l'individualisation des apprentissages. Et donc, c'est une source quand même d'optimisme réel. L'autre chose aussi que vous avez souligné très justement, c'est qu'il y a aujourd'hui des inégalités crasses entre ceux qui peuvent se faire aider et ceux qui ne peuvent pas se faire aider. Alors, il y a des crédits d'impôt, etc. Vous pouvez, par exemple, avoir des cours de soutien scolaire par Academia ou autre chez vous avec un crédit d'impôt à 50%. Enfin, il faut quand même sortir l'argent, il faut avoir l'idée de le faire, il faut avoir la culture de le faire, il faut s'organiser techniquement pour que c'est lieu, etc., etc. Avec ces systèmes d'intelligence artificielle, vous pouvez tout à fait avoir une sorte de chatbot, d'assistant personnel qui va vous aider tout au long de vos devoirs. Et il y a déjà des écoles qui l'ont fait. Alors notamment, donc, comme vous savez peut-être, moi je m'occupe essentiellement d'écoles indépendantes. Et il y a des écoles indépendantes qui sont des leaders dans ce domaine et qui ont pris une véritable avancée qui pourrait intéresser la France, voire l'Europe ou le monde. Donc pour ceux qui veulent voir ça, dans le podcast Créer son école, c'est mon histoire, il y a un numéro, je crois que c'est l'avant-dernier numéro où je reçois Jean-Marc Fitoussi du groupe Progress. Eh bien lui, il a une histoire intéressante. Il a d'abord fait du soutien scolaire, puis ensuite il a monté des écoles, puis un groupe d'écoles. Mais il a gardé cette fibre du soutien scolaire, cette idée, qu'est-ce qui permet de faire comprendre à tel enfant pourquoi là il n'y arrive pas. Et donc il a conçu son école avec cet esprit-là. Et pas un esprit où il travaille sur un groupe classe, un esprit où il travaille sur des individus et qu'est-ce qu'on peut faire pour les débloquer. Et là, avec ces informaticiens de son groupe, il s'est dit, on va aller plus loin. En fait, on va faire une intelligence artificielle pour faire travailler les enfants en cohérence par rapport aux méthodes et au contenu des cours. Donc, en fait, il a nourri avec la totalité des cours et des méthodes et des conseils méthodologiques donnés par tous les professeurs. Donc, en étant nourri et entraîné par ces contenus précis, il y a une totale cohérence entre les méthodes, les contenus faits qui sont délivrés dans l'école et l'entraînement, ce qui évite souvent la difficulté pour beaucoup d'élèves, c'est que si vous changez de vocabulaire, si vous changez de manière de faire, l'élève qui n'est pas forcément très fort, il est perdu. Prenez l'exemple de la grammaire. Vous lui expliquez une fois que ça s'appelle, je ne sais pas, un complément d'attribution, le coup d'après que ça s'appelle un COI, et puis un autre prof va vous dire qu'en fait, non, dans ce cas-là, c'est un COS. L'élève qui n'est pas trop porté sur la grammaire, il lâche l'affaire. Tandis que si vous entraînez votre intelligence artificielle avec une rigueur d'une année sur une autre année, c'est le même vocabulaire, ce sont les mêmes définitions, c'est la même manière de concevoir les choses,
Un enfant, il va prendre confiance, il va bien comprendre et il va avoir une totale maîtrise des choses. Donc là, en l'occurrence, ils ont développé cette intelligence artificielle et elle est inversée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi fait pour éviter la passivité de l'élève. Elle bombarde l'élève de toute une série de questions et il est obligé de réfléchir et de se réapproprier le cours. Il ne peut pas rester comme ça passivement sur son siège. Donc tout ça pour dire que en matière d'accompagnement des enfants, de respect de la variété de leurs besoins, l'intelligence artificielle va faire des progrès absolument inouïs et va permettre à des enfants qui ont un niveau plus bas que les autres de pouvoir combler ce niveau. Tout simplement, par exemple, en faisant beaucoup plus d'exercices que les autres. Par exemple, si vous comprenez le mécanisme, mais vous n'arrivez pas à l'automatiser, vous avez des enfants, ils font 2 fois l'exercice de maths, ils ont compris. Et puis il y en a, il faut en faire 10 fois, puis d'autres 20 fois. Et vous prenez par exemple l'apprentissage de la lecture, c'est la même chose. L'apprentissage de la lecture, vraiment le décodage syllabique quand on est enfant, vous avez des enfants, ils le comprennent presque intuitivement tout de suite. Et puis d'autres, ils vont avoir besoin de répéter, d'autres, ils vont avoir besoin de répéter, répéter, répéter jusqu'à plus soif. Et cette différence-là, eh ben, le système global, collectif, français, par exemple, ou classique, ne sait pas le gérer. Et là, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir le gérer, et sans drame. Parce que quand vous répétez 10 fois l'exercice devant une intelligence artificielle, vous n'êtes pas humilié. Tandis que quand vous comprenez rien, que ça fait 10 fois que vous comprenez rien, et que vous levez la main devant toute une classe, mais en fait, vous ne levez pas la main. Donc il y a des enjeux sociaux très intéressants, il y a des enjeux d'individualisation très intéressants, et il y a des enjeux aussi de liberté. Je pense que derrière l'intelligence artificielle, il y a la mort de l'école classique en tant qu'un groupe stable, de la même taille, avec toutes les matières, la même forme, la même taille, la même manière. On va abandonner ça rapidement. Et c'est intéressant, ça vaut la peine. Le biais humain ici devant la machine ne joue pas de la même manière que pour la voiture autonome ou l'avion, puisque finalement l'avion, on pourrait monter dans un avion sans pilote, mais on n'accepte pas l'erreur technique, alors que là, au contraire, c'est un petit peu l'inverse. On est seul devant l'outil, et heureusement qu'on est seul, on n'est pas jugé par les autres. Oui, alors, je veux juste faire un complément pour pas qu'on imagine que je pense qu'on va remplacer les professeurs. Hein. C'est pas du tout ça, du tout. Hein. Au contraire, les professeurs, ils vont avoir plus que jamais un rôle qui est un rôle de guider la personne dans le chemin d'apprentissage, donc un peu une sorte de conseil stratégique quelque part. Donc ça va être plus abouti comme métier. Et aussi un rôle qu'il faut bien reconnaître qui est un pur rôle classique de motivation psychologique, par l'affect, par l'intérêt, par l'encouragement. Et ça, jamais une machine ne pourra faire ça. Même si vous avez une formule retentissante qui vous dit « You're a star », ça ne va pas suffire. Voilà. Donc là encore, on va avoir probablement une évolution du métier d'enseignant dans un sens beaucoup plus intéressant. Et notamment, l'IA libère quasiment la totalité des tâches de correction. Et vous savez qu'aujourd'hui, les professeurs, ils sont, j'ai envie de dire, presque ravagés par le temps qu'ils passent à corriger des copies. C'est quelque chose qu'on ne prend pas assez en compte quand on n'est pas dans le métier, mais il faut quand même reconnaître que c'est horrible. Dans la plupart des cas, alors dans certains cas, ça peut être intéressant, mais dans la plupart des cas, c'est vraiment une partie horrible du métier. Et pourtant indispensable, parce qu'à travers les corrections, on comprend quand même le niveau de réception, le niveau de compréhension par les élèves, et donc on peut corriger son cours. Et donc là aussi, pareil, c'est un domaine qui est quasiment réglé maintenant. Pour corriger la plupart des copies, maintenant l'intelligence artificielle le fait très très bien. Godefroy Benzmann, vous vouliez poser une question peut-être à Anne Coffinier. Moi j'avais noté la question suivante, donc vous allez me dire si vous voulez qu'on la pose. Quel usage l'IA va-t-elle avoir une incidence sur notre capacité à penser? On va descendre plusieurs marches, l'esprit critique va en souffrir. Apparemment, elle nous dit l'inverse. Bah oui, je pense que ça m'inquiète un peu quand je vois. Non, mais moi, je pense des choses assez positives quand même. Hein, mais ça, c'est super positif, absolument. Je pense que tous les trois assez positifs quand même, en étant assez conscients qu'il y a des enjeux. Mais quand même, quand je vois la difficulté qu'on a maintenant à lire, parce que ces écrans nous prennent tellement de temps, quand je vois la capacité à. Donc le peu d'espace dans la journée où on pense un peu pour écrire quelque chose, pour imaginer ce qu'on va pouvoir dire ou faire, etc. Imaginez que cette partie-là encore, on va la confier à quelque chose, pas quelqu'un, mais quelque chose. Oui, je pense que
ça m'inquiète un peu. Malgré toutes les bonnes choses qu'on a dit et auxquelles je crois, je pense que c'est quand même un enjeu. Est-ce qu'on va continuer à avoir un esprit critique? Est-ce qu'on va continuer à être capable de faire référence à des sources qui sont des sources de gens qui pensaient eux-mêmes? Est-ce qu'on va continuer à être capable d'injecter dedans une partie de ce qu'on est nous, c'est-à-dire notre affectivité, notre capacité de compassion, et qui n'est pas jouée, qui est une réalité, et qui nous amène à prendre des décisions et derrière imaginer un raisonnement, etc. Donc, je ne sais pas si c'est une question, mais vous avez d'une certaine manière un peu répondu, mais c'est un peu mon inquiétude. S'il faut maintenant que je vous rassure, je ne suis pas sortie d'auberge. Elle proposait de faire des massages tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est dans mes cordes. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on change assez fortement la formation et l'éducation des enfants et d'ailleurs des adultes pour former la volonté. De la même manière qu'on a un vrai problème pour former la volonté sur la pornographie, sur, désolé d'aborder ces sujets, sur le fait de ne pas passer son temps à scroller bêtement jusqu'à s'abîmer le pouce pour regarder des trucs sur TikTok, etc. On voit bien qu'on a un problème de formation de la volonté. Et de la même manière, il va falloir se servir de sa volonté pour ne pas jouer constamment aux jeux vidéo, ce que font beaucoup de jeunes garçons en particulier, ou pas passer son temps à chatter sur je ne sais pas quoi. Donc en fait, on a de nouveau un enjeu, j'ai envie de dire civique, moral, d'éducation morale et civique, mais il n'est pas très différent, comme je vous disais, de la question de la pornographie ou autre. Il faut qu'on prenne ça de face et qu'on se dise, bon, qu'est-ce que je veux, quel temps je lui donne dans la journée, 0, un peu, pas du tout, passionnément, bref, il faut décider. Et cette éducation-là, elle va redevenir centrale. C'est pour ça que l'éducation va redevenir plus stratégique, moins sur les contenus, parce qu'après tout, la plupart des contenus, surtout si on nourrit les intelligences artificielles, les gens vont pouvoir très bien le faire chez eux. Donc en fait, la notion d'école, vous allez de telle heure à telle heure, puis c'est fini, vous rendez des devoirs ou vous revenez, elle va être très vite caduque, parce qu'il n'y a pas de raison que la logique de temps et d'espace demeure pertinente. En réalité, vous allez apprendre tout au long de la vie des choses qui vont sans arrêt se modifier. La distinction entre formation initiale et formation continue va tomber. La distinction entre formation individuelle et formation collective va tomber. Beaucoup de choses vont changer. Mais ce qui ne tombera pas, c'est la formation de la conscience morale et la formation de la volonté. Au contraire, ça va prendre une dimension beaucoup plus forte qu'avant. Il va falloir qu'on y revienne. Et ça fait quand même assez longtemps qu'on a complètement abandonné cette affaire-là. Dernière question, parce que le temps passe. Je voulais la poser à Godefroy Benzmann, mais vous pouvez aussi, bien sûr, intervenir. Sur la transformation des métiers, la vague peut-être de changement qui nous attend. Préserver l'emploi, Godefroy Benzmann, c'est quelque chose qui vous agace comme expression? Oui, c'est reculer pour mieux sauter. Donc effectivement, je crois qu'il faut préserver les personnes. Ce que probablement en Europe on n'a pas compris, je dis pas en France parce qu'on se flagelle beaucoup en France, mais en Europe on n'a pas compris, où on est des vieux pays qui nous sommes protégés de tous les côtés, on a pris des mauvaises habitudes de ce côté-là, on a perdu la réalité. Les Danois qui font pas ça, les Danois qui ont la flexi-sécurité, 5% des gens ne sont pas protégés, c'est ceux qui ont les plus gros salaires, les plus grosses capacités à se reconvertir, et eux ils s'assurent. Les autres, la collectivité, d'abord l'entreprise n'a pas honte de se restructurer et de licencier des gens. Et la deuxième chose, c'est que la collectivité porte ce fardeau, qui est un fardeau de reconversion. Alors que nous, on vit ça comme un drame et les entreprises sont forcées de garder les gens parce qu'il faut protéger l'emploi. Mais il ne faut pas s'étonner aujourd'hui de ne pas avoir de boîte de tech, de ne pas avoir de grandes entreprises qui naissent aujourd'hui. On est aujourd'hui dans un modèle où... je redis, pas qu'en France. Est-ce que vous avez vu des grandes boîtes en Europe qui ont été capables de se restructurer? Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Moralement, ils n'ont pas le droit. Vous voyez aux États-Unis, dans des pays, je ne dis pas qu'il faut absolument qu'on ressemble aux États-Unis, mais enfin, après, on se plaint de ne pas avoir les grandes boîtes de tech qu'ils ont. Bon, là, à ce moment-là, il faut accepter. Si on veut garder le modèle. En fait, on est risque adverse. Alors, on ne veut pas prendre de risques. Donc, comme on ne veut pas prendre de risques, eh bien, on s'est forgé tout un canevas et tout un cadre de réglementation qui font qu'aujourd'hui, à commencer par la réglementation sur le travail, on ne peut pas restructurer une entreprise.
quand je vois Renault, il y a quelque temps, l'accord de Cou, le patron de Renault, est allé je crois, à l'Assemblée nationale, peut-être que vous l'avez rencontré, pour justifier qu'il avait vendu 2 ans avant une entreprise, la Fonderie de Bretagne, 208 salariés, dont il ne savait plus que faire, parce qu'il y a des années qu'on n'utilisait plus leurs produits. Il a fini par le vendre à un fonds allemand. Le fonds allemand, évidemment, a déposé le bilan 2 ans après. Et donc, en janvier, ce pauvre patron de Renault a été obligé d'aller dire oui, je vais les reprendre, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais les reprendre, je vais les dispatcher dans mes usines. Comment vous pensez qu'une boîte comme Renault peut s'en sortir quand elle vit dans cette mentalité-là? C'est juste pas possible. Donc, préserver l'emploi, pour moi, c'est se voiler la face et ne pas accepter qu'en réalité, on a besoin d'un marché de l'emploi plus dynamique, dans lequel les entreprises peuvent se réorganiser, prendre des risques, rater, recommencer, et puis à ce moment-là, on aura des champions. Mais aujourd'hui, on a juste les champions d'il y a 50 ans ou 100 ans qui sont en train de faire comme ils peuvent pour se restructurer. On voit la banque, il y a 20 ans qu'ils auraient dû se restructurer. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Mais enfin, ils auraient pu le faire il y a 20 ans. Et peut-être qu'on aurait des grands acteurs mondiaux plus en forme qu'on les a aujourd'hui. Que dit le député RN sur ce point? C'est plutôt sur la question des changements d'emploi qui est intéressant, parce que, comme vous l'avez dit, c'est des choses qui vont bouger. Les métiers vont changer. Moi, je prends souvent à titre d'exemple, mais il y avait des métiers qui ont complètement disparu, et pour le mieux. Il y avait des gens qui venaient toquer à votre fenêtre pour vous réveiller le matin quand vous aviez quelque chose d'important. Il y avait ce qu'on appelait les porteurs d'eau. Il n'y avait pas l'eau courante à l'époque, et donc pour monter l'eau dans les étages, il y avait des personnes qui étaient payées pour ça. Et j'attire votre attention sur que les métiers qui sont changés, ce pas forcément les métiers les plus fainéants. Les porteurs d'eau, c'est quand même des personnes qui travaillaient énormément, mais on les a remplacés. Peut-être que demain, je pense par exemple, ça c'est ma petite lubie, les agents immobiliers à Paris, où on met en ligne l'annonce 3 heures le matin, le bien est vendu et on fait 5%. Bon voilà, je ne suis pas sûr que ça soit des choses qu'on va beaucoup regretter. C'est les personnes qu'il faut sauvegarder, mais je pense que là où l'État et les entreprises doivent aider, c'est former, c'est aider à la reconversion, accompagner ces personnes. Et voilà, et c'est pour ça que nous, on se positionne déjà sur l'éducation pour former la nouvelle génération, mais faut abandonner personne. Il y a des cours en ligne qui ont été faits en Finlande, par exemple, accessibles à toute la population. En 1 an, ils ont formé 1% de la population. C'est quand même, 1% ça paraît pas grand, mais c'est quand même énorme que 1% de la population, toute classe d'âge confondue, s'est formée à l'IA sur un site qu'ils ont fait. Donc voilà, moi je pense qu'il faut accompagner cette révolution, qu'il faut former les gens pour pas qu'il y ait des oubliés et des personnes qui restent sur le bas-côté de la révolution technologique. Allez, dernier point, dernière partie de notre réflexion ce soir. La question de la gouvernance. Est-ce qu'il faut réguler l'IA, l'encadrer? Alors ça peut renvoyer à quantité de sujets qui touchent aussi à la liberté d'expression. Au fait, vous avez dit, et vous avez été plusieurs à le dire, vous avez le sentiment que c'est un robinet d'eau tiède, qu'il y a un mode de pensée. Est-ce qu'on est tenu de réfléchir à cette question, de savoir qui pose le cadre en fait de cet outil, qui doit le faire, qui est légitime pour le faire, et dans quelles conditions cela peut se faire, quelle institution sera chargée de le faire? Est-ce que ça doit passer par le Parlement? Est-ce que ça doit passer par un autre biais, par le juge par exemple? Pierre Rosanvallon nous disait récemment dans Le Monde que les juges étaient tout aussi légitimes que le peuple pour représenter, tout aussi légitimes pour représenter la démocratie. Est-ce qu'on va vers ce type de système expert? Est-ce que l'IA commande justement de confier le destin de cet outil à des experts? Quelques éléments de réflexion. Qui veut commencer sur le sujet? Allez, Alexandre Sabato. C'est évidemment une question qu'on a abordée dans le cadre de notre rapport. La première chose qu'on a demandé, c'est de ne pas réguler la technologie en elle-même, car c'est une nouvelle technologie, c'est quelque chose qui est assez récent, qui a explosé depuis 2 ans, et finalement, on ne connaît pas encore toutes les applications de cette technologie. Donc, réguler la technologie en elle-même, c'est comme si on avait régulé la machine à vapeur à l'époque, ça n'a pas tellement de sens. Par contre, ce qui a un sens, c'est réguler les applications. Par exemple, il y a des choses que vous voyez aujourd'hui régulièrement, c'est les deepfakes. Donc les deepfakes, c'est des images ultra réalistes où des personnes connues comme Marine Le Pen, Emmanuel Macron, on peut en faire des vidéos, des images qu'on n'est pas vraiment capable, sans esprit critique, de discerner d'une fausse. Bon, là, typiquement, il y a matière à réguler. Comment on l'utilise? Parce que vous imaginez, vous avez parlé de pornographie tout à l'heure, ça peut être un usage complètement détourné de ça. Comment on régule?
on régule cette technologie. Moi, vous avez tous connu, je pense, les guignols de l'info. Je pense qu'en France, on aime bien ce côté un peu, on se moque. Pourquoi pas utiliser l'IA pour se moquer un peu? Le sujet, il est là, en fait. Où est-ce qu'on met la limite ensemble? Est-ce qu'on accepte la parodie, la caricature? Moi, je pense à titre personnel que c'est une bonne chose, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit évident qu'on assiste à un montage vidéo et qu'on ne pense pas que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Enfin, il y a une image qui avait fait le tour du monde avec le pape en doudoune rose. Bon voilà, on comprend. Enfin, je pense qu'ici, vous comprenez très bien que c'est une image qui avait été faite avec IA. Mais derrière, les détournements pornographiques ou les détournements, ce qui peuvent être très dangereux, on pourrait faire parler le président de la République sur un sujet qui est totalement faux et derrière, ça peut troubler une campagne présidentielle au hasard. Donc ces questions-là, on doit se les poser ensemble pour savoir où on met la limite. Nous, dans le rapport, ce qu'on avait, comme c'est une technologie mondiale avec des géants mondiaux, qui soient américains, chinois, français, on espère, ça doit être à l'ONU qui devrait chapeauter ça. Parce que ce que je veux dire, c'est toutes les limites qu'on imposera en France qui bloqueront l'innovation, eh bien, vous inquiétez pas qu'aux États-Unis et en Chine, ils vont avancer droit sur leur ligne pour développer la technologie. Je prends un sujet qui parlera à tout le monde, je pense à la reconnaissance faciale. En Europe, en France, c'est quelque chose qu'on a énormément bloqué, alors que en Chine, aux États-Unis, ils font ça à fond. Je prends un exemple tout bête. Je suis rentré... Mais j'ai pas fini mon propos. Je dis juste qu'aux États-Unis, par exemple, on pouvait rentrer dans un supermarché, faire ses courses et ressortir, et ça comment dire, j'avais payé, il avait repéré ce que j'avais mis dans mon sac, et ça a fait le travail. Et je ne dis pas que c'est un modèle, je dis juste que où est-ce qu'on met la limite entre sécurité et liberté individuelle. Je prends un exemple tout simple, on a des fichiers S qui se baladent dans la rue et qui sont perdus, que les services de police n'arrivent pas à suivre. Est-ce qu'on accepterait que les caméras avec l'IA soient capables de suivre ces individus au jour le jour pour éviter un attentat en France? Je pense que sur ce cas-là, la question se pose. Donc, c'est un débat à avoir ensemble pour savoir où on le met. Moi, je suis plutôt pour les libertés individuelles, donc je n'ai pas envie d'avoir un score social comme il y a en Chine, où on vous permet de faire des prêts, d'acheter des maisons selon votre score ou d'aller à des événements. Mais le débat peut être fait, et d'ailleurs, je vous en informe, il a été fait dans votre dos, notamment sur les JO, où la reconnaissance faciale a été utilisée. C'est fait dans certains cas de mairie, via des policiers municipaux, etc. Donc voilà, c'est à nous aussi de s'emparer de ces sujets, d'élever le débat au national pour qu'on ait cette discussion et qu'on sache où ensemble on met la limite. Et ça, c'est une discussion qu'on a à avoir entre Français et qui ne bloquera pas l'innovation, mais l'innovation pourrait la bloquer par d'autres manières sur d'autres sujets. Mais je vais laisser parler mes collègues. Je crois savoir que l'assistance est quelque peu anxieuse à l'idée qu'un crédit social un jour change nos habitudes. Godefroy Benzmann. Alors, bon, d'abord, vous m'avez rassuré parce que j'avais l'impression que vous étiez parti pour qu'on réglemente. Moi, je pense que ce serait qu'on réglemente la technologie. Et moi, je pense que c'est une vachement bonne vision de se dire qu'on va réglementer l'usage de la technologie. Parce que je pense que c'est pas possible de faire autrement. Et on n'a pas envie de se retrouver les petits poussés à côté des Chinois, des Américains et peut-être de certains Européens qui arriveraient à développer des choses. En revanche, il faut effectivement réglementer. Alors l'ONU, je suis assez aligné avec ce que vous venez de dire. Je pense que l'ONU, je ne sais pas que j'y crois pas trop, mais que je ne vois pas très bien où c'est. Pour moi, c'est dans le cloud. En France, c'est trop petit, et je pense qu'en Europe, on peut arriver à faire des choses. Si on est capable de ne pas... l'Europe n'a pas que des avantages. Oui, on va parler de l'Europe après si vous voulez. Mais l'Europe n'a pas que des avantages, elle a aussi des avantages. Et on voit bien que sur l'IA Act, on peut se dire, est-ce qu'on n'a pas tiré un peu vite? Mais au fond, elle a posé un certain cadre qu'on fera évoluer parce que probablement ils ont tiré un peu vite. Mais ils ont d'une certaine manière commencé à répondre à la question avec les choses inacceptables, les choses à risque, et les choses modérément risquées et les choses
absolument pas risqué, en mettant en face que on doit signaler qu'il y a un opérateur qui est une intelligence artificielle et que ce n'est pas un opérateur humain quand c'est à risque. Ce qui est inacceptable est inacceptable. En même temps, ils n'ont pas été jusqu'à interdire les expérimentations, mais ils les ont voulu comme dans un bac à sable pour tester des choses. Donc, moi, je pense que l'Europe est probablement un cadre dans lequel c'est nos voisins. Il faut qu'on arrive à travailler avec eux. On ne fera pas les choses tout seul. Moi, ça ne me rassurerait pas que ce soit à l'ONU, parce qu'alors là, je pense que plus personne n'a la main dessus. Et en Europe, peut-être qu'il faut se mettre à 27 d'accord. Mais alors là, ce sera je ne sais pas combien. Et on voit bien qu'il y a tellement d'enjeux politiques que c'est déjà dur en Europe. Mais alors là, on est parti pour... Moi, j'ai vécu ça un peu, entre guillemets, quand je me suis occupé du RGPD avec la CNIL. J'ai présidé le syndicat de mon métier pendant un moment, pendant 7 ans. Donc j'ai essayé de faire que ce genre de réglementation était applicable aux entreprises en France. D'abord, on a essayé d'éviter que les députés surinterprètent les textes européens et les ramènent au niveau de la France avec encore plus de complexité, parce qu'on avait jusque-là déjà. Et puis avec la CNIL de l'époque, parce que ça a bien changé, on a réussi à travailler ensemble et à faire des guides d'utilisateurs, un peu des approches pour les petites entreprises, pour les aider à travailler avec le RGPD. On n'a pas réussi avec l'ANSSI sur la cybersécurité et on se retrouve maintenant avec 27 réglementations, chacun interprète, il y a un terme qui s'appelle surtranspose. Donc voilà, alors, chaque député a une bonne idée. Donc on va prendre le texte de l'Europe et puis on va y rajouter sa petite sauce parce que ce serait mieux pour mon électorat ou parce que j'ai une idée que je cherche avec quelque chose, excusez-moi. Et on se retrouve avec des textes qui sont extrêmement complexes. Hein, pardon ? Bon, vous êtes contre ça et c'est super. La surtransposition, c'est une horreur. C'est déjà complexe et on y rajoute de la complexité. On a donc maintenant 27 régulations différentes en matière de cybersécurité parce qu'on n'a pas réussi à contrôler la surinterprétation par les parlements européens. Donc je suis assez conscient que c'est difficile. Mais vous imaginez si on passe à l'ONU. Donc moi, je suis très aligné avec vous si on ne passe pas à l'ONU. Si je résume, pas de régulation. Ouais. Moi, je pense la même chose. Réguler les technologies, c'est assez grotesque parce que vu la rapidité de déploiement, on sera toujours en retard, donc ça sera toujours à côté, ça sert à rien. Après, réguler les usages au niveau national, ça va faire des problèmes de compétitivité, et puis on aura du mal. Et puis, de toute manière, il y a plein d'extraterritorialité de partout. Dans ces types d'outils, vous n'avez pas des barrières et des frontières réelles. Donc ça ne servira à rien. Et il me semble qu'il faudrait peut-être avoir une logique plutôt qu'avoir une espèce de gouvernance mondiale qui est toujours un peu inquiétante, parce que là, quand même, on parle de choses lourdes. Hein. On parle de données, on parle de vie privée, c'est des enjeux vraiment qui font froid dans le dos. Donc j'ai un peu peur, moi, d'une logique, fût-elle installée à l'ONU. Peut-être qu'on pourrait plutôt penser une logique sur la base d'une sorte d'opt-in, c'est-à-dire il y a des régulations et les États peuvent adhérer à un certain nombre de paquets de régulations qui les intéressent de manière assez libre, comme ça. Ce qui permettrait d'éviter cette sorte d'écrasement généralisé tout en ayant un niveau supranational, parce qu'au niveau national, on ne peut rien faire. Et je ne crois pas du tout à l'échelle européenne pour ça, absolument pas. Tout simplement parce qu'on est sur des outils et des considérations qui ne sont pas insérées dans les réalités des frontières européennes. Donc il y a un problème de décalage entre celui qui régule et la réalité technique et technologique des objets. Donc ça ne peut pas marcher. Sur la question du crédit social, est-ce qu'il y a l'angoisse un petit peu dystopique peut-être que finalement l'IA va aboutir à nous fliquer absolument dans tous les aspects de notre vie? On dit que Google nous connaît mieux que notre conjoint déjà. Alors on imagine bien qu'une IA, surtout si on en est au balbutiement, va arriver à un degré de connaissance et donc de maîtrise et donc de cadenassage de la liberté. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Est-ce que la Chine est notre avenir? Alexandre Sabatou. Non, je pense que j'étais assez clair là-dessus, mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de la technologie et qu'est-ce qu'on a envie de pousser. Et je pense que c'est en ça que ces discussions entre nous sont importantes pour
savoir exactement où on met le milieu, vers quoi on se tourne. Et donc, non, je pense que la Chine a une manière de penser complètement étrangère à la liberté française ou européenne. Et donc, ils ont développé ça parce que pour eux, c'est commode. Mais pour moi, ça ne s'adapte pas à notre mentalité. Et je ne vois pas nous diriger vers un modèle comme celui-là. Non, je ne peux pas dire grand-chose de plus. C'est très synthétique. Moi, je suis carrément inquiète de cette perspective. Et je pense qu'on va avoir du mal à y échapper d'une manière ou d'une autre. On le voit déjà, enfin, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais on voit déjà comme on peut avoir une cartographie de nos vies à travers les puces de cartes de crédit, par exemple, ou nos téléphones. On nous borne, on sait exactement où on est, ce qu'on achète, etc. On voit notamment sur les réseaux sociaux, on est pris dans des sortes de spirale infernale, parce que comme on a consulté ça et ça, alors on nous propose des choses à peu près du même acabit. Donc on est pris dans une sorte de folie monomaniaque et on n'arrive plus à sortir la tête de ça. Donc dans cette perspective-là, je pense que oui, tout nous dirige vers un contrôle social pour plein de bonnes raisons très sympathiques, à commencer par la réduction budgétaire. Aujourd'hui, on a des modalités de vie qui sont insoutenables. L'État va inventer plein de choses qui vont être justifiées par le fait qu'on n'a plus les moyens. Donc je pense qu'on va tout droit vers une forme de contrôle social tout à fait inquiétante, et il est important qu'il y ait des mouvements citoyens qui se structurent et qui se battent de manière féroce pour éviter qu'on aille vers ça. Pour moi, c'est tout à fait sérieux et tout à fait réel. Évidemment, les Chinois, eux, ils ne voient pas le problème. Nous, on voit le problème. Mais pour autant, est-ce qu'on va avoir la niaque de se battre pour garder nos libertés ? On a quand même abdiqué énormément de liberté. Là, je vois, par exemple, il y a un projet d'euro numérique. C'est quand même une source de perte de liberté, mais monumentale. Je ne comprends même pas comment on a pu aborder le sujet. On devrait tout de suite être vent debout contre. Je vous propose, il est 10h moins 10, je vous propose qu'on prenne des questions, mais que ce soit vraiment des questions. Hein. Commencez pas à raconter votre vie. Et peut-être de prendre, je ne sais pas, je m'en réfère à Henri Baclay, Emmanuel Dulaurent, peut-être de prendre 3 questions. Hein, ça, je pense que ça sera bien. Voilà, si vous pouvez faire circuler. Merci beaucoup. Une question pour Anne, que vous avez parlé au début du retour des humanités. Est-ce qu'on ne pourrait pas même voir tout ça comme étant, si ce n'est un combat, en tout cas, une confrontation entre la matière et l'esprit, et qu'on a l'occasion de chevaucher l'espèce de monstre de matière formidable, et que s'il y a un combat ou s'il y a une espèce de danse un petit peu violente entre les deux, on n'est pas à l'aube d'un retour de l'intérêt de l'esprit au-dessus de la matière, et que si on n'y arrive pas, on a des dystopies assez horribles devant nous. Oui, je partage assez l'approche qui est la vôtre, c'est-à-dire que c'est une forme de nouveau combat spirituel. On a effectivement la matière avec un raffinement quasiment infini des possibilités techniques, et à la fois, plus que jamais, une question de pilotage et de décision éthique et finalement de questions téléologiques. Donc, pour moi, on est à l'aube d'une sorte de réhabilitation forcée par la technique de considérations qu'on avait bootées hors du champ de la pensée. Si vous regardez l'université médiévale, elle était chapeautée par des questions qui étaient des questions métaphysiques, ontologiques. Ensuite, on a tout décapité, on est resté uniquement dans le règne instrumental. Et on a trouvé que c'était très normal. Mais c'est fou. On est dans une logique folle, puisqu'on développe des outils, on ne sait plus pourquoi, on ne sait plus pour quelle société, on ne sait plus pour quel homme, on ne sait plus pour quelle vie. Et donc, effectivement, on est face à des défis tels aujourd'hui qu'il est fort probable qu'on revienne à une forme de questionnement spirituel
Et c'est plutôt une chose intéressante. De la même manière qu'il est probable qu'on arrête, au moins en France, parce que tous les pays ne sont pas victimes de la même logique, qu'on arrête de voir une dichotomie entre le scientifique et le littéraire. Ce sont des dichotomies qui sont très artificielles et qui d'ailleurs ne sont pas pratiquées dans certains pays. En France, on va dire à propos d'un enfant, il est plutôt littéraire ou plutôt scientifique. Mais il y a des pays où l'idée ne vient même pas. De toute manière, à la base des mathématiques, c'est du langage. Et les grands mathématiciens, ce sont des fous du langage, des précisions du langage. Donc cette distinction-là, elle nous met déjà sur un chemin, une impasse, en quelque sorte. Alors, deuxième question. Alors bonsoir, merci beaucoup de vos interventions. Et je voudrais poser une question sur le langage du pouvoir et de la propriété, parce que vous n'avez pas du tout parlé de la propriété intellectuelle. Et je suis enseignant, et notre direction bien-aimée nous a expliqué qu'elle était propriétaire de tous nos cours. Alors résultat, personne n'a rien mis sur le cloud du lycée, très connu, où j'enseigne. Merci à Vincent pour cette question précise. Qui veut répondre? La question de la propriété des droits d'auteur, hein, aussi. C'est une question aussi qui est pas mal en jachère. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aurait pu largement aborder. Là encore, il y a débat, mais ce qui est intéressant en fait de comprendre, c'est que tout ce dont on a parlé ce soir, c'est des sujets qui existaient déjà. Enfin, les montages photos, ça existe depuis longtemps. La propriété intellectuelle, ben, ça évolue avec le temps. Oui, j'allais venir. En fait, il y a... Si vous voulez bien, allez, reprenez pour les gens qui sont sur YouTube. Merci d'ouvrir l'histoire. Oui, il faisait référence à un juge californien qui avait donné des œuvres. Moi j'avais eu un autre écho où c'était un juge qui avait expliqué que ChatGPT, à partir du moment où il avait payé une œuvre, même si elle était d'occasion, on considérait qu'il avait le droit de l'utiliser et qu'on avait le droit de dire écris-moi un poème comme si c'était Victor Hugo, et que finalement on pouvait se l'approprier derrière. Bon. Bon. Alors attendez, parce qu'il faut que ce soit dans le micro, sinon pour les personnes qui suivent à distance, c'est infernal. Est-ce que vous estimez avoir répondu, Alexandre? C'est une question qui est ouverte, je ne peux pas... Bon, on passe à la troisième et dernière question, Henri. Bon, je vais peut-être poser une question, mais par exemple là, on donnait un exemple sur les droits de propriété intellectuelle. Est-ce qu'il faut faire une réglementation spéciale pour l'intelligence artificielle? En fait, il y a déjà un droit qui s'applique. Après, il faut peut-être l'adapter. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, ce qui vous appartient, vous appartient. L'intelligence artificielle n'a pas le droit de voler ce qui était. C'est comme un être humain. L'intelligence artificielle n'a pas le droit de voler la propriété intellectuelle. Ça, c'est interdit. Ah non, en Europe, c'est interdit. En Europe, c'est interdit. Par contre, quand il y a un document qui est fait par l'intelligence artificielle, à ce moment, l'intelligence artificielle n'est pas propriétaire de ce qu'elle crée. C'est la grosse différence. Mais quand c'est un humain qui crée, ça s'applique toujours. Et après, on peut se poser des questions donc, sur plein de sujets. Et je me demande s'il faut faire vraiment une réglementation sur l'intelligence artificielle. On voit le RGPD, il y a déjà un truc qui s'applique. Après, il faut peut-être l'adapter. Mais il y a plein de réglementations qui existent. Et ce qu'il faudrait faire, c'est seulement adapter ce qui existe déjà. La propriété intellectuelle, ça existe déjà. Donc, ce n'est pas la peine de faire une nouvelle réglementation. Elle est adaptée. Non, c'est pas cassé. Ça s'applique. Et si une société, en utilisant... Parce que votre société, quand elle utilise l'intelligence artificielle, elle devient responsable de ce qu'elle fait. Donc, vous pouvez voler et être condamné par les tribunaux.
si à cause de l'intelligence artificielle que vous n'avez pas suffisamment maîtrisée, quelqu'un est capable de dire que vous avez volé des choses de propriété industrielle. Donc une société est responsable d'être sûre qu'elle utilise correctement des données qui sont publiques. Et si vous prenez des données qui ne sont pas publiques, vous êtes responsable, même si c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait, parce qu'au final, c'est vous qui êtes responsable, et ce n'est pas l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Vous avez répondu, c'est très bien. Peut-être peut-on prendre vraiment une dernière question. Non, une question simplement, peut-être et peut-être dans un autre domaine que la propriété intellectuelle. Oui, moi je voudrais juste une question philosophique. Est-ce que certains d'entre vous travaillent dans des sociétés d'intelligence artificielle? Est-ce que, comme pour l'ordinateur, tout ça n'est pas emporté par un grand vent d'économie? On remplace l'homme par la machine et ça va coûter moins cher à toutes ces sociétés. Jean-Christian Petit-Fils a édité La vie de Jésus illustrée. Il avait fait d'abord un grand pavé. Ensuite, l'éditeur a dit on va le faire illustrer par ChatGPT. J'ai vu les illustrations. Eh bien, je peux vous dire que tous les pauvres illustrateurs qui vont crever la dalle encore plus qu'avant ne sont pas remplacés par ChatGPT. Les dessins c'était pas des Michel-Ange, c'était pas des Léonard de Vinci, c'était monstrueux et ça sentait l'artificiel à plein nez. Donc on va vers un monde, qui sera laid, et deux, un monde où les hommes feront je ne sais pas quoi, peigner la girafe. Et je suis quand même un peu inquiète. Tout ça n'est-il pas une grande affaire de commerce? Il y aura le revenu universel. Allez, Godefroy, vous avez le mot de la fin. D'abord, les images aujourd'hui, si vous parlez de la qualité, je ne suis pas très inquiet. Dans les mois ou les années qui viennent, on fera aussi bien qu'un graphiste. Après, il faut que les graphistes fassent autre chose que simplement dessiner. Il faut qu'ils y mettent autre chose. Et ce que l'intelligence artificielle peut pas mettre. Puis peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de graphistes et on fera autre chose. Ce sera peut-être des peintres, des artistes. Il y a des métiers qui vont changer, c'est sûr. Je pense que imaginer qu'on va aller contre ça, c'est une vue de l'esprit. Et la deuxième chose, c'est il va rester beaucoup d'autres choses à faire qu'on est en train d'imaginer. Tu parlais du Caire tout à l'heure, mais il y a une vie plus artistique, des métiers qui sont plus en lien avec la nature, il y en a quand même très peu aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Je pense que ces gens-là ne sont pas condamnés à être graphistes toute leur vie. Et c'est pour ça que, quand vous parliez tout à l'heure de l'éducation tout au long de la vie, mais il va falloir se former pour aller évoluer, pour pas toute sa vie être un comptable ou un... Alors, voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est pas qu'une question de rentabilité, c'est qu'on pense qu'on peut faire plus facilement des métiers qui sont... Tous les métiers ne sont pas remplaçables. L'apologie du changement, mais on n'a pas tous envie de changer. Bah, vous ne changerez pas, vous garderez un graphiste. Ceux qui veulent garder un graphiste garderont un... Ah, ben, écoutez, je sais pas si je suis vraiment un révolutionnaire, mais en tous les cas, je pense qu'on y va de toute façon. Donc... Allez, vraiment le mot de la fin, Alexandre, hein, pour ceux qui sont sur YouTube et qui doivent nous quitter. Oui, mais je rejoins exactement ce qui a été dit. Je suis en phase. Je module également. J'ai un ami qui est dans la BD et que j'ai vu le week-end dernier. Il me faisait le parallèle avec quand la palette graphique est arrivée, où il disait mais vous ne dessinez plus à la main, c'est la fin du métier. Ils étaient tous vent debout contre. Aujourd'hui, il ne connaît pas une seule personne qui n'utilise pas cet outil. Après, vous avez parlé de qualité, c'est pareil. Quand vous allez au marché, parfois vous prenez du bio parce que c'est meilleur. Si c'est illustré par quelqu'un d'humain qui fait quelque chose de mieux parce que c'est plus créatif, etc., vous pourrez mettre quelques euros en plus. Et voilà, après, c'est des choix de société, c'est quelle place on donne. Ça évoluera peut-être, je ne suis pas sûr que ça soit entièrement remplacé, mais ce que je veux dire, c'est aussi un acte citoyen de soutenir le travail artisanal. C'est exactement la même chose. Je remercie nos trois invités, donc Anne Coffinier qui préside la fondation Kairos pour l'innovation éducative Institut de France, fondatrice, Anne Coffinier, Godefroy Benzmann qui est chef d'entreprise et qui a fondé Devoteam, spécialisé dans le pilotage par IA, et puis Alexandre Sabatou, député RN de l'Oise, ingénieur en génie chimique. Merci à tous les trois.
Henri Baclet ou Emmanuel Dulaurent veulent-ils reprendre la parole pour conclure cette table ronde? Je tenais à vous remercier pour ces échanges riches et fructueux. Merci Louis d'avoir animé. Voilà, merci à vous. Et puis on se retrouve là pour boire un coup. Et donc, vous pourrez expliquer aussi autour de vous à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, qui pourront retrouver la vidéo sur la chaîne de l'Institut éthique et politique YouTube, et dont vous pourrez retrouver tout ça.